Salut à toutes et à tous, j'espère que ça va bien, salut Twitch et salut YouTube également si vous regardez en replay, et salut les podcasts aussi. J'espère que ça va bien, on se retrouve pour un nouvel hebdo jeu de société. L'hebdo jeu de société, on va faire le tour des news un peu de la semaine, ensuite on va parler des parties que j'ai pu faire la semaine passée, enfin au cours de la semaine qui vient de s'écouler. Pas spécialement de jeux vidéo, là juste avant de lancer le live, il y avait un petit titre de Citizen Sleeper, il faut absolument que je fasse le dernier DLC qui est sorti. Un petit hors-jeu, assez léger, et on finira par une partie de Tricky War, parce que pourquoi ne pas vous présenter après tout mon jeu, puisque pourquoi pas. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour. On retrouve plus ou moins une périodicité hebdo, puisque j'ai streamé la semaine dernière. Sachez juste que la semaine prochaine, il n'y aura pas de stream, parce que je ne serai pas ici, mais peut-être dans 2 semaines. Donc voilà pour ce qui est du programme, et je vous propose que sans plus attendre, on se lance sur les actus. Les actus, comme toujours, non exhaustives, hein, bien sûr, où on va revenir sur quelques trucs que j'ai récupérés ici ou là. Je rappelle que tout ça c'est disponible, donc je disais coucou à la team podcast en podcast, où je mets tout le chapitrage et tout comme sur YouTube. Donc vous pouvez, si vous préférez écouter en podcast, aller sur le flux de Playtime. Par ailleurs, du côté de YouTube, je vous ai dit que j'étais sur une vidéo de mai-juin, puisque en mai, salut Monsieur Sac, en mai j'avais pas pu faire de vidéo du fait de l'emménagement, mais là j'ai fini je crois l'écriture de la vidéo de mai-juin, donc il me reste tous les assets à faire, le montage, l'enregistrement et la diffusion. Je pense que ça arrivera la semaine peut-être du 10 juillet, ou bien le week-end d'avant, un truc comme ça en tout cas selon le temps que j'ai et comment j'avance. Mais voilà. Alors, comme d'habitude, si jamais vous avez des news, que ce soit sur YouTube ou quoi, vous me faites signe, vous me les faites passer, puis si je juge que ça vaut le coup d'en parler, j'en parlerai. Partons d'abord sur un tweet du trou à ras de Dany, de Proxy Jeux notamment, et qui a fait remarquer dans la semaine qu'il y avait eu un nouveau petit truc sur Philibert. Quand on achète chez Philibert, il y a un petit vendu par Philibert. Avec une question qui se posait du coup, que c'est vrai que c'était une nouveauté, qu'est-ce que ça signifiait? Est-ce qu'il n'y aurait pas mise en place d'une marketplace? Et Philibert a répondu, une marketplace, bonne idée ça. Donc il y a des chances qu'effectivement ce soit un truc comme ça. La question se pose donc Philibert, je rappelle, a été racheté par Asmodée il y a maintenant quelques temps. C'est clairement les leaders européens en termes de vente. Ils ont une boutique à Strasbourg et une boutique enfant à Strasbourg, mais principalement ils font de la vente en ligne et c'est vraiment le mastodonte qui ont en plus je crois un truc de distribution avec Surfing Meeple, même si c'est pas exactement la même entité je pense. Et du coup, et qui est aussi Barbu Inc, je crois que c'est plus ou moins chez Philibert, bref, plein de trucs. Et clairement une espèce, pas de monopole, mais en tout cas la main mise quand même là-dessus. Ce qui est cool d'un point de vue de la disponibilité des produits, ils ont vraiment plein de trucs qu'on trouve pas ailleurs que chez Philibert pour le coup en termes d'import ou quoi. Ou en tout cas sur les sites les plus connus quoi, on peut évidemment les importer, les récupérer sur Okazui ou quoi, mais évidemment ça pose. Enfin c'est aussi un site qui a tendance à écraser les autres petites boutiques, c'est-à-dire qu'il y a plein de petites boutiques parce qu'ils ont aussi des prix un tout petit peu plus faibles. Je crois que la majorité des boutiques, plutôt que de le faire au tarif conseillé, au prix public conseillé, je crois que ça s'appelle comme ça. Ce qui fait que y a plein de gens qui se renseignent, qui vont dans leur boutique se renseigner, et qui vont acheter chez Philibert, ce qui évidemment est pas bon pour le. Alors c'est bien pour Philibert, clairement Philibert fait beaucoup pour la reconnaissance et même en termes de boutique pour le coup, physique, je veux dire en termes d'animation et tout à Strasbourg. Le truc c'est qu'effectivement la situation de monopole, alors évidemment il y a aussi Amazon et compagnie, mais en France, disons que Philibert a tendance, je pense pas tout seul, mais c'est une des raisons pour lesquelles certaines petites boutiques plutôt de proximité ont du mal à survivre, parce que voilà quoi. Et étant racheté par Asmodée, en plus ça rajoute un maillon monopolistique pour Asmodée qui contrôle la chaîne ludique de A à Z, ce qui est quelque chose que moi j'aime pas, mais qui est mauvais je pense, et à long terme la cannibalisation du marché c'est toujours mauvais, il faut de la concurrence et tout, et donc
au-delà du fait que Philibert ait grossi ces dernières années, et été racheté et tout, ce qui pose déjà des questions. Il y a cette question de la marketplace, à quoi ça va servir, quel va être le modèle économique, est-ce que ça va être un moyen justement que ce soit d'autres boutiques ou quoi qui vont passer par eux, qui vont prendre une marge, est-ce que ça va être un moyen aussi pour aller sur le terrain de l'occasion et pour dire au Caseo, hey, regardez, nous aussi on est là. Amazon a une marketplace, Facebook a une marketplace, c'est effectivement un truc qui existe et qui n'est pas forcément... j'imagine qu'il y a plein du coup de revendeurs qui vont pouvoir passer par eux, et que peut-être eux ils vont pouvoir se décharger d'un point de vue de certaines niches qu'ils ont peine à... qui prenaient parce qu'ils étaient les seuls, mais que du coup s'ils arrivent à passer par une marketplace comme la Fnac ou quoi, la Fnac il y a plein de produits qui sont pas vendus par la Fnac directement, qui sont introuvables en magasin ou même sur le site, mais qui sont vendus par des partenaires particuliers, et où du coup ils arrivent à avoir un peu en termes de promotion, des produits de niche, ou vraiment des trucs que tu trouves pas ailleurs ou que tu as du mal à trouver, qui sont centralisés sur le site de la Fnac, mais que c'est pas eux qui vendent, mais où ils prennent sûrement une commission. Donc voilà, ça pose question. Moi je sais que c'est pas forcément... Enfin, il faudra voir en quoi ça consiste exactement. Si c'est pour cannibaliser le marché de l'occasion en plus, je trouve pas ça ouf. Sachant qu'ils ont parfois des produits d'occasion, mais l'occasion chez Philibert, c'est principalement des produits abîmés. C'est pas des produits vraiment d'occasion que les joueurs ou joueuses vont leur revendre. Donc bon, voilà, à voir. En tout cas, a priori, c'est lancé puisqu'il y a une marketplace, puisqu'ils ont dit c'est une idée intéressante. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Peut-être que je suis parano, mais de manière générale, j'aime pas quand un acteur concentre trop de choses. Je trouve que c'est jamais très bon. On continue avec la charte des illustrateurs et illustratrices ludiques. Donc un groupement, vous vous rappelez, je vous avais parlé du JS, groupement interprofessionnel du jeu de société, je crois, il y a quelques semaines, qui regroupe notamment, dont fait partie la CIL, qui est donc une organisation qui regroupe des gens qui travaillent pour le jeu de société d'un point de vue de l'illustration. Et alors, je vais tout de suite dire un truc, c'est que moi, l'IA, j'y connais absolument rien. J'ai utilisé Midjourney ici et là, je m'amuse aussi avec ChatGPT, mais c'est un domaine dans lequel je connais très peu, qui est évidemment au cœur de l'actualité de plein de choses ces derniers mois dans plein de milieux pro, et notamment dans le milieu professionnel du jeu de société, où il y a des jeux qui commencent à être illustrés par Midjourney, etc. Peut-être des règles écrites avec ChatGPT, parfois mieux que les règles de base. Et donc, évidemment, ça menace bien sûr le marché, les sous, entre guillemets, de ces illustrateurs et illustratrices. Donc, ils ont fait un communiqué où ça parle de plein de trucs. Voilà, où c'est déjà effectivement, c'est pas le maillon le plus fort, tout comme les auteurs, autrices, c'est pas le maillon le plus fort de la chaîne ludique. Sachant qu'il y a des rémunérations qui varient, que ça peut être, que parfois il était question de royalties ou pas. Du coup, le côté, voilà, évidemment c'est déjà instable, c'est déjà un métier précaire, on va le précariser encore plus. Et surtout, voilà, on va aussi arrêter de discuter, c'est beaucoup moins créatif, quelle est la place de l'humain là-dedans, voilà, sachant qu'il parle des éditeurs, mais bon, c'est, enfin, ouais. Il parle du marché du jeu de société saturé, mais que quand effectivement ça menace un peu leurs sous. C'est un peu le souci avec tout ça, c'est qu'en gros, c'est des gens qui prennent la parole que quand leurs petits sous leurs petits sous sont menacés. Ce que je peux comprendre, mais c'est bien de prendre position aussi sur le marché saturé et sur la bêtise de certaines décisions éditoriales en dehors du moment où on menace ton porte-monnaie. Et donc l'idée, la CIL dit que en gros pourquoi pas pour travailler en termes de proto. Moi le Tricky War que je vous présente tout à l'heure, j'ai fait la cover avec Midjourney, au risque de limiter la liberté de création de l'artiste, et sinon éventuellement même pour l'artiste comme base de création, sachant qu'il y a certains éditeurs qui ont commencé à discuter de ne pas travailler avec, mettre dans les contrats une question pas d'IA, etc., de la part de l'illustrateur et illustratrice. Bon, voilà.
Le jeu de société reste un objet de qualité aux valeurs éthiques, ça l'est pas. Faut arrêter un peu de dire on veut que ça reste comme ça, ce n'est pas le cas, c'est très rarement le cas, on sait dans quelles conditions c'est fabriqué pour la plupart, on sait la redistribution des revenus, on sait les conditions de travail de certains éditeurs, de certains traducteurs, c'est pas un objet de qualité aux valeurs éthiques. Je pense que ça c'est du bullshit. Voilà, c'est juste qu'effectivement, enfin, éthique, c'est pas les valeurs, c'est leur perception de ces valeurs qui seraient éthiques. Bon, il y a un truc, encore une fois, moi l'IA, je n'y connais absolument pas grand-chose en dehors du fait que de ce que j'ai entendu ici et là, de podcasts que j'écoute ou quoi. Et ça représente une évolution technologique forte qui, évidemment, comme à peu près toute innovation technologique, fait peur, parce qu'elle risque effectivement de faciliter le travail de certaines personnes, de remplacer le travail de certaines personnes, et également de squeezer des maillons de la chaîne. Ici les illustrateurs et illustratrices, mais pas seulement, hein. Ça peut encore une fois être les traducteurs, traductrices et compagnie. Soit, ou les créateurs, créatrices, il y a déjà des jeux qui sont créés sous ChatGPT pour rire, mais qui sont aussi bien que des jeux édités, hein, en termes de règles. Le truc, c'est effectivement, salut Nico. Il y a aussi, pour avoir utilisé Midjourney, c'est compliqué, en vrai, enfin, j'imagine que c'est un apprentissage, des compétences et tout. Pour bien l'utiliser, moi, quand je demande 4 Groundbox, il n'est pas foutu de me mettre 4 Groundbox. En termes de nombre, alors encore une fois, j'y connais rien en termes d'algorithme et tout, mais la quantité exacte d'une demande ne me paraît pas la chose la plus complexe à réaliser. Et quand je te demande une quantité précise, il n'est pas capable de le faire. Ça veut dire que moi, tout simplement, pour obtenir ce que je fais plein de prompts. Et de prompts, donc c'est ce qu'on veut avoir, qui va générer l'image. Et je mets énormément de temps. Un souci micro, peut-être. En tout cas, c'est bien le bon. Alors écoute, j'espère que non. Je peux regarder vite fait sur mon Twitch. Merci en tout cas du retour. Tac. Voyons voir. Tac. Non, ça a l'air d'aller. Alors l'écho un peu bizarre. Non, ça devrait aller. L'écho un peu bizarre, c'est peut-être parce que maintenant, comme j'ai changé de pièce, je sais pas, ça résonne peut-être un peu plus que auparavant. Mais merci du retour en tout cas, c'est cool. Ouais, et du coup, il y a... merci Aurélien. Il y a... Est-ce que c'est pas quelqu'un... Je sais pas si t'es à la boutique. Peut-être que quelqu'un l'a mis sur un grand écran et qu'en fait t'entends le grand écran. Dans les rues de Toulouse, comme lors des matchs de Coupe du Monde. Et donc je disais, ouais, évidemment que ça veut dire que moi, tout simplement, ouais, je disais, j'ai pas les compétences pour faire des prompts qui soient pertinents et qui soient utilisables en fait professionnellement. Pour faire un truc self-published et tout, tu t'en fous. Mais clairement, je pourrais pas faire un truc pro avec Midjourney. Et en fait, du coup, le fait d'avoir des bons prompts, de créer des trucs et tout, c'est aussi une compétence réelle. Qui fait partie d'une créativité, qui fait partie aussi d'un travail, d'expérience, tout comme l'illustration, c'est pas juste un don, hein. Loin de là, c'est surtout du travail et de la compétence qu'on acquiert petit à petit. Et faire des bonnes images sur Midjourney, c'est aussi des compétences, de rien. Ce serait faux de dire que l'IA fait tout le travail. Évidemment, on n'a plus besoin de savoir, entre guillemets, dessiner, mais en fait, c'est juste un décalage de la créativité, quelque part. Et je pense que c'est aussi prendre les consommateurs et consommatrices pour des cons, de se dire ouais bon bah voilà, les éditeurs ils vont pas. Si c'est fait par Midjourney de manière crado, nous on va aussi râler, y a pas de souci. Enfin on n'est pas des abrutis non plus. Et du coup je trouve que l'argument sur oui machin, on va se retrouver avec peut-être des illustrations de moins bonne qualité, on va mettre la machine au profit de l'humain, etc. En fait, le vrai argument, il se trouve dans la précarité et tout, c'est juste, j'ai pas envie d'être au chômage. Ce qui est quelque chose qui peut s'entendre. J'ai pas envie de perdre de la thune. Pour l'instant, c'est à moi qu'on fait appel pour faire ça. Mais à ce moment-là, enfin, pour moi, c'est un argument qu'on peut entendre. Évidemment. C'est la peur de la technologie, la peur de ne pas pouvoir se reconvertir, etc. Parce que on n'a plus besoin de toi. C'est forcément quelque chose d'inquiétant.
Euh, et ça, je peux le comprendre. Juste, euh, en gros, euh, le truc, c'est que c'est l'argument presque le seul, parce que, comme dit, je trouve que l'aspect créatif, enfin, c'est beaucoup de, entre guillemets, bullshit. Euh, pour moi, effectivement, il y a le risque de se retrouver au chômage, ce par quoi sont passés plein de gens, en fait, avec les évolutions technologiques, avec le temps qui passe et tout. Il y a plein de moments, effectivement, des gens qui ont dû se reconvertir, on a dû réorienter la production de certains trucs. Je dis pas que c'est bien, hein, la croissance à tout va et essayer de rendre les choses plus rentables. Je pense que vous commencez à comprendre ce que j'en pense sur cette chaîne et que c'est vraiment pas l'optique que je veux, la croissance à tout prix. Ce que font les éditeurs, clairement, enfin le milieu du jeu de société d'un point de vue capitaliste cherche une croissance qui est toujours la plus grande au sacrifice du bien-être éventuel de ses salariés, des personnes qui y travaillent, en sacrifiant aussi les éditeurs. Je vais faire un raccourci, hein, évidemment, je généralise, ce sera nuancé, mais s'en foutent de la créativité. Ce qu'ils veulent, c'est de la thune pour plein de raisons humaines qu'on peut évidemment comprendre. Et donc, euh, ce qui est un peu naïf, en tout cas ce qui laisse transparaître une forme de naïveté, c'est ah mais nous aussi on va perdre notre travail à cause de l'évolution technologique et de la croissance capitaliste qui n'en finit pas. Mince alors. Ben ouais, mais à quel moment c'est une surprise en fait quoi. Effectivement ça arrive très vite l'IA, mais en fait vous passez juste entre guillemets par le même chemin par lequel sont passés plein de monde qui ont dû se reconvertir et où la société a évolué, où ça crée aussi d'autres types d'emplois, d'autres types de créativité. Quand certaines choses disparaissent, d'autres apparaissent et souvent en plus elles cohabitent. Euh, bon voilà après chercher l'aide des éditeurs qui de toute façon eux, leur but c'est de faire de la thune et pas de protéger le métier. Faut arrêter un petit peu et de protéger le milieu. Eux, enfin, quand on voit le nombre de sorties qui sortent sur un mois chez certains éditeurs, faut arrêter de dire que le but des éditeurs c'est qu'il y ait des choses créatrices et créatives et originales qui sortent. C'est faux. Le but c'est de sortir autant de trucs possible pour pouvoir en vivre, ce qui est encore une fois légitime de la part des employés, puisqu'il faut bien, enfin, vu la société dans laquelle on vit qui repose sur les échanges financiers et économiques, en fait ils ont besoin d'avoir des sous. Euh, mais ouais, je trouve que c'est un peu angéliste et puis encore une fois, je comprends hein, et je serais à leur place, moi aussi je m'inquiéterais pour mes sous parce que c'est de l'instabilité pour un métier qui ne l'est pas déjà très stable. Reste que pour moi, en termes de communication, il faudrait que ce soit encore plus clair de on ne veut pas être au chômage, juste on a peur de perdre nos sous. Parce que c'est en gros, pour moi, encore une fois, le principal argument qui, encore une fois, peut s'entendre, mais j'aurais préféré qu'il soit asséné clairement sur bah nous, on gagne déjà pas tant que ça, même si on gagne plus qu'évidemment les employés chinois qui travaillent aux usines pour imprimer nos boîtes. Euh, on veut pas encore perdre dessous. Donc en fait, on est contre l'IA pas parce que c'est une éthique, dans un milieu éthique, ce qui est encore une fois, à mon sens, faux. C'est plus, bah nous, on veut quand même continuer à prendre notre part du gâteau. Voilà. Après, ce qui est encore une fois, hein, c'est pas ce que je critique. Ce que je critique, c'est la manière de communiquer autour que je trouve un peu moins élégante. On va passer à autre chose d'un peu plus léger et qui demande un peu moins de compétences. Encore une fois, n'hésitez pas à me recadrer dans les commentaires et tout, parce que c'est pas quelque chose que je maîtrise plus que ça. On va parler donc d'un spin-off, un nouveau pour Sushigo. Sushigo, très très bon jeu de Phil Walker Harding, hein, un des meilleurs jeux de draft que je puisse connaître. Je vais les poster hein, pour le podcast qui ne me voit pas. Vous m'entendez peut-être juste déglutir, mais. Donc, il y a eu un spin-off, entre guillemets, un retravail de Sushigo récemment avec Sushigo Party, que j'ai pas joué plus que ça. Sushigo est tellement élégant que voilà. Et donc, il y a un nouveau Sushigo qui devrait sortir, qui est Sushigo Spin Sum Dim Sum. Sum. Alors, c'est nettement moins vendeur que juste Sushigo, ou même que Sushigo Party. Je sais pas quelle sera la traduction. Mais où on voit, bon alors, on voit des petites assiettes et tout, et où du coup l'idée, ce serait, il y aurait comme dans Planet Unknown récemment
une espèce de truc, vous savez, qui peut tourner, et où on va récupérer des trucs, j'imagine, pour faire des collections, un peu dans la même idée que Sushigo, avec donc des nouveaux mécaniques, peut-être des nouvelles mécaniques de collection, sachant que donc là on n'a plus Walker Harding, hein. On a Quentin Ware, Vert et Ken Grull. Donc voilà, des nouvelles personnes à la création. Donc voilà, et puis a priori c'est déjà disponible, même dans les grands trucs genre Target, salut pauvre, du côté des États-Unis. Et lui, du coup, Phil Walker Harding, il travaille sur un nouveau studio de Joey Games. Donc bon, voilà, je pense que ça c'est intéressant aussi. A priori, c'est un truc avec sa femme. Et l'idée, ce serait avec des composants en bois, autant que possible. Et justement, éviter la surédition, si j'en crois ça. Éviter le packaging excessif. Bon, on verra ce que ça donne, c'est aussi de la communication. Mais donc voilà, bon, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Mais voilà, je sais pas ce qu'ils ont fait, les deux auteurs. Mais a priori, ce serait Target exclusif. Ah oui, d'accord, donc ce serait un truc uniquement achetable sur le site de l'éditeur ou chez Target. Ok, donc il y a effectivement l'idée de collection comme dans un truc de base à récupérer au milieu de la table qui tourne. Soit, bon, pas sûr que ce soit beaucoup plus intéressant que Sushigo, qui encore une fois est un super jeu. On continue les news avec quelque chose qui est plutôt cool. Je vous avais parlé de la renaissance de Trick Track par la récupération par sa communauté, avec notamment le maintien du forum et tout. Et la création du CNRL, Centre Numérique de Ressources Ludiques, ouais c'est ça, qui est donc une espèce d'entité qui regroupe les différentes personnes qui sont occupées de ça. Et donc ils ont fait un petit article sur Trick Track. Encore une fois, je vous mets tous les liens dans la description sur YouTube. Donc il y a effectivement une question de patrimoine qu'on avait soulevée quand il y avait la question de Trick Track qui décède, etc. Que c'était quand même, qu'on aime ou pas la ligne édito actuelle ou passée de Trick Track, les personnes qui ont créé le site, il est indéniable de dire que, enfin, en tout cas à mon sens, que c'est un marqueur très important du monde du jeu de société francophone, et même plus, parce qu'encore une fois, la manière de filmer et de présenter des trucs, c'est aujourd'hui une norme, et je pense que Trick Track était un des premiers à les faire dans leur Trick Track TV. Donc voilà, il y a effectivement, au-delà de la base de données aussi, qui ça à la limite peut se récupérer autre part. Salut TGO52. Donc ouais, il y a cette notion de patrimoine, et il y a aussi quand même faire autre chose. C'est-à-dire, il y a l'idée de faire une V7, je crois. Il y a un forum, il y a Discord, qui devra arriver en septembre, mais pour ça, évidemment, en fait, pour maintenir le truc en vie et tout ce contenu, ça demande un peu de thunes. Et l'idée, c'est, alors je sais pas exactement s'il vise une ligne édito, etc. Il parle de l'esprit de Trick Track, il parle des aventures palpitantes, etc. Mais tout ça, c'est un petit peu flou, on sait pas. Je parlais d'Origami la semaine dernière, vous savez, ce truc qui s'est lancé, un média pour parler de jeux vidéo. Et au moins, eux, disons, les trucs qui vont être faits sont à peu près clairs. C'est important pour s'attirer du soutien, de savoir ce qu'on soutient. Et j'avoue que là, donc il y a la pérennisation effectivement de l'accès à Trick Track et aux vidéos. Mais tout ça, par contre, c'est vrai que c'est encore un peu flou sur à quoi ça va servir cet argent. Parce que effectivement, et ça c'est plutôt vertueux je trouve, ça a été repris par la communauté de Trick Track, ce qui, je l'ai dit, pour moi c'est quelque chose de plutôt positif. Après, ça veut pas dire que je consommerai plus Trick Track qu'avant, mais en tout cas en termes de logique et de direction éditoriale, c'est quelque chose qui me parle. Et également le modèle économique, donc, qui a peut-être encore de la pub, ça je sais pas. Mais non, là je vois pas de pub. Le modèle économique, ce serait un soutien communautaire uniquement. Donc un peu, je parlais d'Origami, il y a un peu de ça, hein, même si Origami est passé par un financement participatif et après un Patreon. Mais c'est un peu, vous savez, même Trick Track, alors que Gamecult n'avait pas encore lancé et tout, il y avait l'idée du premium et de payer pour avoir du contenu en plus, même si le site et certains trucs restent gratuits, ça permettait d'avoir accès à des trucs supplémentaires. À l'époque, effectivement, Asmodée avait des parts dans Trick Track, puis Plan B, puis il y avait
des éditeurs qui payaient et tout, les Trick Track TV, donc ça n'a jamais été, sauf peut-être au tout début, mais un truc entièrement indépendant. Il y a toujours eu des histoires des éditeurs qui, et moi je sais que je trouve que la pub et le soutien par des gens du milieu, le soutien professionnel par des gens du milieu dont on veut parler, c'est pas quelque chose que je trouve sain. On parlait de valeurs éthiques, pour moi ça ne l'est pas. En tout cas, ça correspond pas à mes valeurs. Par exemple, avoir des pubs payées par des éditeurs sur le site du jeu de société, moi, je préfère. Alors, je sais que c'est délicat, mais je préférerais 1000 fois que ils vendent, par exemple, des tables de jeux de société, qui fassent des pubs pour les tables ou du matériel de jeux de société, qui ne soient pas affiliés à un éditeur, parce que par exemple, Board Game Geek ont Game Genic sur leur Game Night. Game Genic appartient à Asmodée, donc ils sont financés par Asmodée. Donc voilà, mais qui ait moins de connivence comme ça et qui crée en fait potentiellement une dépendance économique ou rédactionnelle et tout. Et Trick Track c'est toujours défendu en tout cas ils ont toujours affirmé une indépendance rédactionnelle et de propos, ce que je pense assez vrai. Je pense pas qu'ils avaient une pression particulière des éditeurs pour parler, mais ils ont une dépendance économique, quoi. Enfin. Et donc là, l'idée, c'est vraiment, et moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est un lien producteur-consommateur. C'est en gros, vous aimez ce qu'on fait, vous pensez que ça mérite d'être soutenu, on compte sur vous. Est-ce que ce sera le seul moyen de financement? On ne sait pas. Mais il y a ce côté mécénat, et moi je sais que c'est un modèle de société que j'aime beaucoup. Là, ça passe toujours par l'argent parce qu'on vit dans une société où ça passe par l'argent, mais où, en gros, moi, je gagne des sous de telle manière, je pense que ce que tu fais mérite des sous, je t'en donne. Et voilà, et c'est pour ça que moi j'aime bien les situations type Patreon, type Tipeee à l'époque où il n'y pas des trucs d'extrême droite, Utip, également, tout ce qui peut aller dans ce sens-là, c'est quelque chose que je trouve plutôt bon. Et donc, je trouve que même si je regrette qu'il n'y ait pas un peu plus de clarté, je trouve que le modèle économique est plutôt vertueux et que ça va en fait dans un sens où Trick Track n'était jamais allé et qui est sûrement, en termes d'indépendance, bien plus fort bien plus indépendant que ne l'a jamais été Trick Track. Du coup, il y a, voilà, ils disent qu'il y a l'idée que Trick Track reste accessible et gratuit à tout le monde, mais justement grâce à un soutien de la part d'un certain nombre de personnes. Évidemment, on peut penser aussi que quand on soutient, c'est qu'on aime le travail qui est fait. Moi, j'aime bien l'initiative. Pour l'instant, j'ai pas adhéré ou quoi que ce soit parce qu'en fait, c'est 10 € par an, enfin 10 écus. Là aussi, tu fais un truc comme ça, tu parles pas d'écus, tu parles de 10 euros. Parce que 10 écus, est-ce que c'est quoi? C'est une monnaie interne à Trick Track? C'est quoi et tout? Non, c'est là. Donc c'est pas très cher. C'est un truc où tu peux te dire, je le soutiens juste pour l'initiative, parce que c'est cool. Mais il y a aussi dans l'idée de soutenir, à certaines personnes ça va plus être pour des contreparties, ce que je peux comprendre même si c'est pas mon cas, et il y a d'autres personnes que ça va être pour soutenir une direction éditoriale. Et là la direction éditoriale est un peu faible pour l'instant chez Trick Track, enfin elle est inexistante. Je pense que ça peut freiner pas mal de monde, faudrait qu'ils arrivent à préciser un peu tout ça. Parce que la voix mystérieuse du destin qui vous appelle, c'est que 10 balles par an. Moi, les voix mystérieuses, j'évite de les suivre en général. Donc j'aime bien l'initiative. Je trouve que c'est plutôt vertueux, que c'est un bon modèle qui mériterait d'être précisé en termes de ce que ça implique, en termes de ce vers quoi ça va mener. Mais dans l'ensemble, je trouve que c'est plutôt une bonne initiative et une initiative que j'aimerais plus souvent voir en fait dans le monde ludique. À plein de niveaux, par exemple, j'en ai déjà parlé plein de fois dans Proxy Jeux, mais je trouve que du domaine de la création, il y a plein d'auteurs qui sont obligés, ou d'autrices, qui doivent en vivre, encore une fois parce qu'on vit dans un modèle capitaliste et tout, et qu'il faut gagner de l'argent. Et donc, si tu veux prendre du temps pour développer des jeux sans avoir un taf alimentaire à côté, il faut que tu vives de ta création. Si tu veux vivre de ta création, soit il faut que tu t'appelles Antoine Boza parce que tu as Seven Wonders, ou Bodo Catala parce que tu as King Domino, soit il faut que, jusqu'à ce que tu aies ça, si un jour tu l'as, ce qui est absolument pas garanti, tu cravaches et tu sors plein de jeux qui vont se vendre à quelques milliers d'exemplaires, quelques centaines d'exemplaires. Je prends souvent comme exemple Théo qui sort beaucoup de jeux, dont moi je trouve la plupart pas inoubliables, qui sont, mais et où peut-être que certains, est-ce qu'ils méritent d'aller jusqu'à l'édition en termes de propositions et tout? Ça, chacun se fera son jugement, mais en fait,
s'il veut en vivre, ben, il n'a pas forcément le choix en fait. Et donc ça force aussi à créer de manière rapide parce qu'il faut sortir un certain nombre de jeux par an. Et donc, enfin voilà, ce genre de dynamique qui n'est pas saine, à mon sens, ni pour le marché, ni pour l'auteur ou l'autrice, ni pour le client ou la cliente. Mais pour contourner ça, qu'est-ce que tu fais? Fanzine en mode punk et de qualité. Ben, ouais, ben, je sais pas, peut-être, mais en tout cas, on voit que Origami, ils ont fait 150 000 balles, ils ont fait 200% de ce qu'ils ont demandé, on verra si leur Patreon marche. Alors évidemment, on est dans le domaine du jeu vidéo qui a une visibilité bien plus grande que le jeu de société. On est avec des personnalités qui ont déjà des communautés, que ce soit Moguri avec le Cozy Corner, que ce soit Gotos avec Twitch, que ce soit Héloïse Linossier avec JV Le Mag, que ce soit Opi pareil, qui est passé aussi par Gamecult, etc. et tous les gens déçus de Gamecult. Donc évidemment on n'est pas dans... Mais en tout cas moi c'est un modèle que j'apprécie et pour lequel je serais toujours assez favorable quoi. Et ouais, pour revenir à l'idée des auteurs-autrices, un modèle qui permettrait de contourner ça, c'est que juste, entre guillemets, parce que je sais pas si les gens sont pris à ça en termes de modèle économique et en termes de modèle de société, mais qu'en gros, un Théo Rivière, un truc, et un Patreon, qui soit là pour la création. Il fait un peu ça avec Twitch, hein, mais bon, ça reste trop mineur, entre guillemets. Pour vous aimez ce que je fais, vous pensez que je mérite d'être payé à penser des jeux. Alors évidemment, il peut y avoir plein de dérives, et ça dépendra des gens, et puis après, si les gens trouvent que c'est des dérives, ben, ils ne donneront plus d'argent. Mais vous pensez que le temps de création mérite du salaire, bah, vous me donnez 3 balles sur Patreon par mois, et en fait, tu arrives à en tirer de quoi vivre dans notre modèle de société, sans te contraindre à la croissance effrénée du marché, et, bref. Je sais pas si c'est soluble dans le jeu de société, hein, mais en tout cas, donc, pour Trick Track, plutôt une bonne initiative à mon sens. Plus léger. Mais, voilà, le Spiel, enfin pas le Spiel des Sierros, Essen, le Messe, on confond toujours parce qu'on voit Spiel à Essen et tout, donc ça c'est pas le Spiel des Sierros, c'est vraiment le Essen Spiel, c'est le salon d'Essen. Ben ouais, on est d'accord. Hein. Et après, tu vois, Raoul par exemple, il y a un Bosa qui lui peut-être se permet aussi de sortir moins de trucs. Alors je dis pas que tous les jeux qui sortent sont inoubliables, hein, au contraire, mais en tout cas il peut se permettre de se dire bon, ben je gagne suffisamment avec ce que j'ai déjà fait pour là où un Théo par exemple pour l'instant je pense que c'est plus délicat. Et là où je m'étonne, mais après c'est peut-être aussi une façon de travailler, hein, et là du coup ça relève plus de la dynamique de création personnelle. Un Catala par exemple, je pense, n'aurait plus besoin de sortir autant de jeux qu'il le fait. Même s'il en sort moins qu'à une époque, clairement. Il a quand même ses locaux qui permettent de sortir. Et ça garantit pas que les jeux qu'il va sortir soient bons. Hein. Mais Catala reste quand même dans une grosse production, je trouve. Et Fade Outil, ouais, Citadel et tout, mais c'est moins récent, disons. C'est Locomotive. Mais donc, le Essen Spiel, le salon d'Essen, a maintenant une mascotte qui est dessinée, illustrée, non pas par Midjourney, mais par évidemment un illustrateur bien connu des jeux à l'allemande qui est Michael Menzel, qui est aussi auteur, qui a fait les aventures de Robin des Bois, qui a fait Andorre évidemment, et qui a illustré plein de trucs, genre Bruges, genre plein de choses. Dans les jeux à l'allemande avec le Heusen ou un Clemens Franz, voilà, il fait partie des grands représentants de l'illustration à l'allemande. Je crois que c'est lui qui a fait Birenbred récemment d'orge et de blé, que je trouve très très beau. Il y a un côté rural que j'aime beaucoup. Et donc il a fait ce petit chat qui est alors on voit où ils sont allés. Hein. C'est vraiment Team Chat quoi. Je sais pas ce que vous êtes sur le chat ou sur YouTube, vous me dites dans les commentaires. Moi je suis plus Team Chien, je vous avoue, que Team Chat. Mais il est charmant, il est mignon. Ça serait cool qu'ils fassent des illustrations comme ça pour les jeux Menzel pour changer. Donc, et ils font un appel à la communauté pour trouver un nom. Alors, après, c'est pas un éditeur et tout, mais vous savez que j'aime pas trop les côtés travailler pour nous, trouver un nom, et puis on votera pour celui qui est le meilleur. Mâchez-nous le travail, c'est pas quelque chose que j'aime trop. Après, là, ça reste relativement inoffensif. Moi, j'ai proposé Klaus, sachez-le. Pourquoi Klaus? Parce que Klaus Teuber et tout cette année.
Euh, donc voilà, Klaus, ça serait. Et puis ça va comme nom de chat Klaus, non? Mais, euh, mais sinon, si c'était pas Klaus, j'aimerais bien un truc non genré, quoi. Un truc qui soit pas rattaché, parce que Klaus est clairement un prénom masculin. Un prénom qui soit pas genré, ce serait pas mal aussi, en vrai. Simon du Passe-Temps, ça lui irait à merveille. Pour le nom. Tu voudrais que la mascotte s'appelle Simon du Passe-Temps? C'est ça que tu dis? Ou j'ai pas compris, parce que je veux bien qu'il s'appelle Simon du Passe-Temps, mais là il y aura une grosse OPA du Passe-Temps sur. Ah oui, vu son amour des chats, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas un grand fan des chats. On connaît son amour pour Calico, notamment du fait de son thème. Donc voilà, allez donner des noms si vous voulez. Bref, c'était plus pour l'anecdote. Autre news, Garfield Game, donc Shep Phillips notamment. Vous savez, ceux qui ont fait des trucs de la mer du Nord avant de faire les trucs du Royaume de l'Ouest et qui en ce moment sont sur le Tigre du Sud. Et ils ont aussi fait Legacy of You, si je dis pas de bêtises. Et le mur d'Adrien, c'est eux aussi ou pas, je crois. Et ben, ils ont fait le tour du monde. Pas du tout. Ils se disent, mais pourquoi ne retournerions-nous pas vers la mer du Nord? Puisque c'est là qu'on a commencé le retour à la maison, cultivons notre jardin. Donc, il y a l'idée de revenir au jeu de plateau, au jeu de société, qui a fait commencer l'aventure, qui est non pas Pillard de la mer du Nord, comme je le pensais, parce que c'est quand même le plus connu de la mer du Nord, mais Charpentier de la mer du Nord, auquel je n'ai pas joué. Je ne sais pas si vous avez joué sur le chat, vous me dites. Et il y a l'idée, donc, on rentre effectivement, et c'est pas le premier jeu qu'il fait, vers des remakes de jeux de société. Shipwrights of the North Sea Redux. Donc, un remake, parce qu'il y a l'idée que l'éditeur a progressé, les illustrateurs et illustratrices, enfin l'illustrateur en l'occurrence, The Miko, je sais plus comment on le dit, mais donc Mikhailo Dimitrievski a progressé, que dans l'ensemble toutes les équipes ont progressé, et que si ces progrès on les mettait au service d'un jeu qui mérite peut-être une petite remise au goût du jour, qui serait donc Charpentier de la mer du Nord. Peut-être aussi un travail du côté des mécaniques et tout. Alors là-dessus, moi je l'ai déjà dit, je crois, peut-être pas ici, mais je trouve que Pillard de la mer du Nord est plutôt bien. J'avais été surpris parce que pour moi, il y avait quand même eu une certaine hype et tout autour du jeu. Ça a l'air très quelconque. C'est relativement quelconque en termes de mécanique, mais il y a quand même une dynamique et tout qui est assez intéressante en termes de tempo. Donc c'est un jeu que j'aime plutôt et qui a été une bonne surprise, ce qui est toujours cool. Charpentier, j'ai jamais joué. Pour le coup, je sais que de la mer du Nord, je crois que c'est vraiment Pillard avec ses extensions qui est le plus apprécié. Mais bon. Pourquoi pas essayer. Mais donc devrait y avoir un mode solo contre des IA. Voilà. Forcément le monde du jeu de société a évolué depuis 2014. Ça serait pour 42€. Donc bon, ça reste un tarif, je pense, auquel est plus ou moins vendue la collection actuellement. Je vous avoue que moi j'ai Voyageur du Tigre du Sud qui doit traîner dans un coin derrière là, que j'ai pas encore essayé. Mais et sinon j'ai jamais essayé les trucs des Royaumes de l'Ouest et tout. Après c'est un style de jeu. Autant Pillard de la mer du Nord est relativement épuré et tout, autant la plupart de ces autres, j'ai l'impression que ça fourmille de trop de trucs pour pas grand chose. Mais donc voilà, ça devrait arriver en 2024, le retour de Charpentier de la mer du Nord, mais en version remake. Paris Ludique. Alors, Paris Ludique, c'est ce week-end, c'est à la pelouse de Reuilly, donc il y a Paris, hein, comme le dit le nom. Je ne sais pas si vous y serez, c'est de 10h à 20h le samedi, de 10h à 18h le dimanche. Et il y a un billet qui est, je crois, à 8€ pour les 2 jours, sachant qu'il conseille de le prendre en avance parce que ça ouvrira qu'à 10h30 la billetterie et que voilà, il y a dit y avoir du monde. Moi, je ne veux pas le prendre en avance parce que le samedi, donc j'y serai, si jamais, avec pas mal de monde de proxy jeux aussi. Je sais pas si j'aurai un t-shirt proxy jeu ou pas, sinon vous me reconnaissez à. Moi, j'ai pas besoin de t-shirt. Bon, après, je suis pas le seul dégarni parmi tous les joueurs et joueuses, hein, loin de là. Mais voilà, si vous me voyez ou quoi, n'hésitez pas à faire un coucou. Je me serais sûrement tondu d'ici là, et rasé. Mais n'hésitez pas à faire un coucou, que ce soit
à l'équipe de Proxy Jeux, à moi, et aux gens que vous croisez de manière générale. Hein, sans les emmerder pour autant, allez pas interrompre des parties pour dire rien, machin, alors que la personne est en train de calculer son coup depuis 5 minutes et que vous allez ruiner la partie de ses camarades qui attendent depuis 5 minutes. Non, j'exagère un peu, mais donc ouais, moi j'y serai, mais j'arrive le samedi vers 14-15 heures. J'y vais en bus de Strasbourg. Donc moi je prendrai mon billet sur place, je pense qu'à 14-15 heures ça devrait aller. Et j'y serai également le dimanche, le soir je dors chez un camarade que je salue qui est Jérémy. Et je me réjouis de retrouver des camarades de Proxy Jeux, de croiser du monde et de dire bonjour. Peut-être d'essayer des jeux, on en parlera dans 2 semaines, mais ça va dépendre des jeux qu'il y a. Il n'y a rien que. Je me suis rien noté, hein, je m'en fous un petit peu. Vous savez, les festivals, moi, ou les salons, j'y joue pas trop, je m'en fous un peu, j'aime bien juste discuter et regarder un peu, mais je joue pas souvent beaucoup sur des salons. C'est pas les meilleures conditions et tout. Donc bon, à voir, mais donc voilà. Donc comme tous les ans ou presque, plus de Rudy, n'hésitez pas à faire un coucou si on se croise. Et voilà, j'espère que ce sera cool, qu'on aura beau temps et que j'aurai pas de soucis avec mon bus. Et dernier point, aujourd'hui, c'est le début des soldes. Alors, il y a les soldes du passe-temps, il y a les soldes de Philibert, il y a les soldes un peu partout. Il y a Monsieur Blu qui relève les soldes que lui juge intéressantes sur plein de sites différents. Donc vous pouvez aller sur son mastodon. Il a beaucoup de choses. Et alors bon, on le voit, il y a plein de trucs, machin, les soldes, des trucs très intéressants. Forcel, ça déchire. Cartagena, c'est incroyable. Ça, Paul Gara n'a pas aimé, ça c'est un super bon jeu. Objection, c'était plutôt sympa. Il y a plein de très bonnes choses. Beyond the Sun, c'est très bien aussi. Ça, ben voilà, quel dommage que ça n'avait pas marché. Donc, il y a plein de trucs intéressants. J'ai vu du Super Skill Pinball, j'ai vu du So You've Been Eaten en anglais, un jeu de Scott Helms à 10 balles. J'ai vu, sans parler de la qualité, en fait, ce que je constate, c'est surtout que Evergreen c'est sorti quand? Hein? C'est sorti il y a quelques mois. Totemix, je crois que c'est sorti aussi très récemment. Make a Dream, c'est sorti à Cannes. Ça vient de sortir. C'est un KS, je crois. Ça vient de sortir. Ça, ouais, non, c'est Camelot qui est sorti il y a pas longtemps, je crois. Ça, c'est sorti il y a quelques mois, et l'année dernière. Ça, pareil, ça date de 2022. Ça, idem. Ça a l'air cool. Ça, Twilight Inscription, c'est sorti en fin d'année dernière. Skymines, idem. Airmail, pareil. Ça aussi. Ça, pareil. C'est plutôt cool, ça. Je vais pas vous faire un truc de acheter ça. C'est pas. Je pense que vous comprenez que c'est pas l'optique de pourquoi je parle de ça. Pourquoi je parle de ça? Parce que quand on parle de surproduction et tout, ça donne ça en fait. Je sais pas si vous consommez du jeu vidéo, mais depuis plusieurs années maintenant, depuis bien des années, on est là et on est en train de dire ouais, que ce soit les Dishonored, plein de jeux qui sont bien, qui vont coûter cher à produire. Un mois ou un mois et demi après leur sortie, ils se retrouvent soldés à moitié prix sur Steam. Ils se retrouvent bradés. Et c'est à ce moment-là qu'ils partent. Et du coup, les gens n'achètent plus du tout les jeux neufs, ni à un prix qui serait entre guillemets honnête pour les personnes qui les ont développés. Parce que, en fait, il y a tellement de sorties que, évidemment, le porte-monnaie des gens ne grandit pas en conséquence. Et que, au-delà du fait qu'en plus, il y a plein de trucs qui sont pas ouf. Mais il y a quand même des trucs très bien là-dedans. Je veux dire, ça c'est vraiment bien. Enfin, en tout cas pour moi. Savika, regardez-moi ça quoi. Bon, alors c'est la version anglaise, mais elle était à 60€, elle est sortie là. 30€. Ça. Bon, c'est la version anglaise là aussi. Mais ouais. Alors c'est Philibert, ils ont beaucoup de stock, mais chez le Passe-Temps c'est pareil. Il y a aussi beaucoup de jeux. Left Right Dilemma c'est sorti il n'y a pas si longtemps. Metro Exilem. Kozikaza c'est en début d'année, alors certes c'est pas bien, mais est-ce que, enfin on voit effectivement que comme dans le jeu vidéo,
je me rappelle de Catala qui à la radio des jeux il y a genre 12-13 ans, il disait ouais ben la vie d'un jeu c'est ses 3 premiers mois ou ses 2 premiers mois, et c'était au moment je crois de la sortie de Cyclade, donc il faut assurer la communication parce qu'après si c'est pas installé là il s'installera jamais. Mais on n'est plus du tout dans ces dynamiques là en fait. On est sur des quelques semaines quoi. Et c'est assez inquiétant en termes de marché, mais à quel moment quand est-ce qu'on va se rendre compte à quel point c'est absurde quoi de sortir tout ça pour les brader à moitié près après. Ça c'est très bien, Tomorrow. Et c'est pas le fait pour le coup des vendeurs qui eux prennent du stock, etc. C'est qu'il y a tellement d'offres que forcément il y a la moitié des trucs qui se retrouvent bradés parce que tout ne part pas, mais quand bien même c'est pas des tirages énormes, il y a trop de propositions. Au-delà du fait que la plupart soient anecdotiques, ça à la limite c'est mon jugement, et il y a plein de gens, celui-là il y est plus, voilà, celui of Benetton dont je vous parlais. Il y en a plein de. Il y a peut-être des gens qui trouvent que c'est bien et tout, là-dessus, chacun se. Mais. Enfin, il y a un souci quoi. Quand on voit effectivement aussi Matago qui, chaque semaine, sort 3 trucs, ça peut pas marcher. Cette croissance à l'infini, c'est pas possible. Enfin, c'est bon pour personne en fait quoi. Ouais, t'as une capsule, ça doit être ça dont tu parlais, ou Time Collectors. T'as une capsule là, il y a 50% aussi. C'est incroyable. Et ouais, enfin, à un moment, il va peut-être falloir s'interroger quand même sur tout ça, quoi. Et prendre des décisions qui s'imposent, quoi. Alors que ce soit du côté des boutiques, mais les boutiques, en même temps, elles ont leurs demandes, donc en fait, elles se disent, ouais, mais peut-être que celui-là, il va attirer du monde, j'en prends 3, j'en prends 5. Et en fait, non, même pas. Que ce soit du côté des éditeurs, des auteurs et autrices éventuellement à se dire, en fait, mon jeu, là, je vais le mettre en print and play, ou sur BGA, parce qu'il arrive pas, il ira pas plus loin que ça. Mais ouais, à un moment, il va falloir se poser les bonnes questions, quoi. Et on peut pas. Tout ça, là, c'est des trucs qui coûtent en termes d'empreinte carbone. Enfin, c'est complètement con, quoi. Faut arrêter un peu, quoi. Alors pourquoi celui-là plutôt que celui-là, ça, j'en sais rien, tu vois. Et moi, je juge par rapport à moi comment j'apprécie les jeux, mais mes critères sont pas les mêmes que autrui et tout. Mais à un moment, il va falloir faire quelque chose, quoi. On n'est pas en 2023. Pourquoi est-ce qu'on a pris cette direction-là, en fait, de la croissance à l'infini, alors qu'on a vu dans plein de médias à quoi ça a mené dans le jeu vidéo. Alors, le jeu vidéo est dématérialisé et tout, donc c'est pas exactement le même marché, mais dans le jeu vidéo, on a vu comment ça s'est cassé la gueule et comment est-ce que certains éditeurs sont obligés de brader en plus des très bons jeux pour le coup, les Dishonored et tout. Enfin, je parle de Dishonored parce que Arkane sont un peu spécialistes de ça, c'était aussi le cas avec Deathloop et tout. Ils font toujours des jeux qui sont unanimement reconnus, à part Redfall, par la critique, mais qui se vendent pas. Et parce que l'éditeur les sort en même temps que machin, que bidule, que truc. Il y avait aussi Titanfall à l'époque, qui était sorti le 2, il était sorti en même temps que, je crois, un Battlefield, et c'est le même éditeur, quoi. Avec un Call of. Et pour le coup, Titanfall et Battlefield, c'est le même éditeur, c'est EA. Enfin, il y a un côté absurde là-dedans. Et en fait, ces moments des soldes, au-delà du fait que, effectivement, pour les consommateurs, consommatrices, c'est peut-être l'occasion de trouver des trucs qui sont peut-être bien, en fait. Parce qu'encore une fois, il y a quand même des trucs qui sont intéressants dedans. Mais ça montre juste qu'en fait, il n'y a pas la place pour tout ça, quoi. Il n'y a pas la demande pour tout ça. À un moment, il faut regarder. Ah, c'est juste une boîte d'orange, je crois que c'était carrément. À un moment, il faut se poser des questions sur pourquoi est-ce qu'on a autant de trucs qui se retrouvent autant soldés. Il y a quelque chose qui va pas. Il y a un moment, il faudra que certaines personnes responsables de ça, et c'est pas les consommateurs et consommatrices, se posent la question et qu'il y ait quelque chose qui soit fait. Voilà. Donc voilà, c'est mon côté où je râle un petit peu. Voilà pour les soldes. Après, si vous trouvez des trucs moins chers et tout, hein, comme dit, c'est ça, profitez-en, il n'y a pas de souci. Mais si vous avez des gens qui en produisaient, il y a trop. Il y a trop, et en 2023, on peut pas faire ça, quoi. Passons sur Board Game Arena, où il y a eu en sortie quand même. Bon, il y a eu Tiwanaku, qui est un jeu d'éduction qui, moi, n'est pas mon truc du tout. J'avais fait une partie quand il était en alpha, et c'est pas du tout mon truc, les jeux de déduction comme ça. Et encore moins en numérique, je crois. Mais surtout. Alors c'est rigolo parce que sur la vidéo de la semaine dernière, je sais plus qui a commenté. Il y a eu un commentaire sur encore Challengers, mais combien ils sont payés? Parce que j'avais parlé de Challengers 2.
et que je l'avais mis sur la miniature. Et alors je sais pas si c'était une remarque sérieuse ou ironique, à vrai dire peu importe. Mais ouais. Moi, Challengers, euh, malheureusement, non, je dis malheureusement, mais en vrai c'est très bien comme ça, ils me payent pas pour que j'en parle. Moi je demanderai des sous que quand ils reprendront mon idée d'en avoir fait un Pokémon. Un jeu avec la licence Pokémon. Là je leur demanderai des sous et je demanderai beaucoup d'argent. Parce que là, ils vont les vendre à je ne sais combien. Non mais juste, Challenger c'est trop bien. Moi je pense que c'est un de mes jeux de l'année dernière sans hésiter, mais peut-être mon jeu de l'année dernière. Même si on a on a une bonne année l'année dernière de manière générale. Donc évidemment que j'en parle dès que je peux. Et donc, big up à la personne qui a fait ce commentaire, mais cette semaine aussi, Challengers, parce que c'est arrivé sur Board Game Arena. Ça a été l'occasion de le faire découvrir à un camarade. On est sur une partie à 8 avec les gens de proxy jeux. Alors le tour par tour se prête pas trop à Challengers pour le coup, hein, c'est un peu nul. Mais sinon, ouais. Incroyable, encore plus d'occasions de jouer à Challengers. Jouez-y, hein, découvrez-le, c'est vraiment une tuerie. Et rejouer et tout, ça me fait que confirmer ce que j'avais dit dans ma vidéo. Et du côté de la bêta, il y a eu Ticket Gagnant, que je connais pas. Dig Up Adventure, que je connais pas. À la limite, faites des jeux et mettez-les sur BGA, mais les sortez pas en boîte. Trouvez un moyen de faire la plupart des jeux, en plus ils marchent mieux en numérique, là maintenant qu'ils sont développés en numérique. Je sais pas, ou bien. Crypt, ça je suis curieux de ça, même si j'ai jamais joué. Evergreen, bah regardez, les soldés, vous pouvez le découvrir sur BGA. Empire Plateau, alors moi j'ai eu un faux espoir en pensant que c'était le plateau, qui est un jeu de pli un peu étrange qui utilise un jeu de tarot, mais ça je connais pas du tout. Et je crois que le reste on avait déjà. Ça je suis curieux aussi quand même, c'est un vieux jeu des années 90 qui ressort. Donc voilà pour Board Game Arena, et chez Proxy Jeux, nous avons eu, depuis la semaine dernière, 2 épisodes. Un nanar ludique et un XP. Le nanar ludique de Pionfesseur, donc il a fait de nanar ludique avec Mad et BenoFX pour cette fois. C'était pour moi un des meilleurs, c'est sur Crop Circles, qui avait l'air absolument incroyable. Regardez-moi cette pochette. Et pour le coup, ouais, l'émission est vraiment vraiment cool à écouter. Featuring Stonehenge, c'est trop fou. Alors que ce soit le jeu, mais aussi tout ce qu'il y a autour, je vous en dis pas trop, mais c'est assez incroyable. Donc allez écouter ça, c'était vraiment une émission très très cool. Donc il y a ça, mais il y a aussi l'auteur, effectivement, qui a tout un truc et tout. Allez voir ça. Allez écouter ça. Et donc le XP, donc, qui est le format jeu de rôle de Proxy Jeux. Ici c'est donc Zef, Dédé et Paul Gara, et c'est Zephyriel qui a mené un jeu solo, mais qu'ils ont fait du coup à 3, même si c'est Dédé et Paul Gara qui jouaient la personne joueuse. C'est Ronin. Donc il y a toujours une petite partie actu et tout. Mais Ronin, donc un jeu solo qui permettait de rebondir sur une émission qu'ils ont fait plus tôt dans l'année, qui était les tables aléatoires, je crois, un truc comme ça. Et où en fait il y a beaucoup de choses qui sont tirées au dé, où tu rebondis un peu pour créer de la narration. Beaucoup de hasard, un système de combat pas forcément aussi fou qu'il soit, mais un univers cool, un système qui avait l'air pas mal. Et puis à la fin de l'épisode, et voit ce qu'il aurait pu se passer, et ça faisait envie effectivement. Donc vous pouvez aller écouter ça aussi, c'est relativement court, hein, 1h20, et c'était très cool. Voilà, moins de news que la semaine dernière, il y avait quand même quelques news, mais on va pouvoir passer aux parties de la semaine. Alors, les parties de la semaine. C'est bon, c'est bien filtré cette histoire? Ah non, c'est pas bien filtré. On était du 3 mai au truc. On va refiltrer ça. Nous étions la semaine dernière le 21 et on va jusqu'au 28. Voilà. Très bien. Donc les parties de cette semaine. Donc bon, il y aura beaucoup de choses dont j'ai déjà parlé. Encore, j'ai toujours pas battu la fiche orange, donc j'essaye toujours, mais ça marche pas. Hiker, c'est un jeu de pli, je vous en ai parlé la semaine dernière, que je joue surtout sur Android en fait, contre des IA, qui est toujours aussi cool, qui se joue très vite, mais qui a un bon petit espace de décision. Assez peu de cartes, c'est un truc que j'aime bien. Découvrez-le si vous pouvez, moi j'aime bien en tout cas. Azul, on a refait une partie, alors ça fait un certain temps qu'on n'avait pas joué. C'est des petits scores. C'est un jeu que j'aime toujours assez, qui a ses défauts, qui a ses limites, mais
pas le pire dans le genre. Je vous avais parlé de Maui aussi la semaine dernière, et ben je trouve que c'est beaucoup mieux que Maui par exemple. Alors que ça pourrait un peu y faire penser en termes de sentiment de jeu, de public visé. Bah, Azul est beaucoup mieux de ce point de vue-là. Challengers, je vous l'ai dit, le jeu de l'année dernière, qui j'ai pu faire contre des sur BGA, donc contre des anonymes, que j'ai pu jouer après plus tard contre Jérémy, que là on a une partie en cours. C'est cool parce que ça permet de vite faire les tours des decks et tout, donc c'est toujours aussi bien, même si évidemment ça vaut pas le plaisir. Enfin, par contre, on perd complètement le côté ambiance autour de la table, de tournoi et tout, qui n'existe pas du coup en virtuel. Donc c'est un peu, on se concentre sur le gameplay plus que sur l'atmosphère qui est autour de la table. Ticket to Ride, on continue à faire des parties régulièrement sur BGA avec madame qui me bat pas mal ces derniers temps. Celle-ci c'était une belle partie je crois d'ailleurs. Donc voilà, toujours très bien. Sea Salt and Paper, celui-ci, il est important de cette partie. Pourquoi? Parce que c'est la première fois que j'arrive à gagner avec les 4 sirènes. Et ça, je l'attendais depuis. Vous voyez, c'est la 117e partie. Et ni moi ni madame n'avaient gagné avec les 4 sirènes. C'est la première fois, donc je suis ravi de l'avoir fait. Incroyable. Ça valait le coup. 61 feuilles d'automne, il est aussi un peu rejoué sur BGA. Je vous en avais déjà parlé plein de fois, si vous ne connaissez pas, c'était un Growl and Write qui avait été créé par Théo. Sea Salt, moi j'adore, mais en plus moi c'est vraiment à deux que j'aime beaucoup quoi. C'est la semaine dernière que tu avais dit que tu n'avais pas aimé, comme quoi. Après il a ses limites et tout sur certains trucs, mais moi j'aime beaucoup. Donc ouais, celui-là, bon, plutôt quelconque justement de Théo. Après il avait créé pour Access 6 jeux et tout, pour le Black Friday. Ce qui était plutôt cool. Ça reste un roll and write assez quelconque. Pas très intéressant ni d'un point de vue de son scoring, ni dans le système de sélection et tout. Magic Trick. Alors ça c'est un nouveau jeu. Ça va sûrement être le seul nouveau de cette semaine peut-être. Alors c'est un jeu qui est sorti là, qui a été développé par Christopher Way, que vous connaissez peut-être, mais je pense pas. Mais il a aussi fait, regardez-moi ça c'est sur la base de la Dame de Pique, Hearts aux États-Unis. Moi quand j'ai vu ça, je lui ai tout de suite demandé si c'était pas influencé par Sayonara Wild Hearts, qui est un super jeu vidéo. A priori pas, mais je trouve le design trop beau. Regardez-moi ça quoi. Donc ça devrait sortir. Voilà, vous savez que ça sortira, vous ne le trouverez pas en France sûrement, mais il a fait Letter Tricks aussi. Bon bref, moi je le connais parce qu'il a aussi fait une variante pour Yokai Septet. Et donc il a fait Magic Trick, qui est un jeu assez intéressant. Alors j'y joue sur mon appli, sur Trickster Stable, je vous mets toujours le lien dans la description. Qui est cette appli qui comporte pas mal de jeux. On peut jouer contre des IA. Celui-ci donc est arrivé récemment, il est plutôt cool, assez intéressant. En fait, le principe, c'est un jeu de pli où on doit suivre à la couleur si on a la couleur, où le cœur c'est l'atout, etc. Où on gagne le pli si on a mis la plus haute valeur, classique. Et où il y a un pari sur le nombre de plis qu'on doit faire qui rapportera des points. Et ce pari, on doit le faire, par exemple, si j'ai joué mon trèfle qui est là, derrière je peux jouer une autre de mes cartes. Je reviendrai sur le fait qu'il soit face cachée, pour déterminer combien de plis je pense remporter. Par exemple, si je retourne un 2, ça veut dire que j'espère remporter 2 plis. Pour marquer, quand on arrive à nombre de plis pariés, on gagne 3 points. Sinon, on perd autant de points que de plis de différence. Ça me rappelle un peu quelque chose, ça, Tricky War, non? Tricky War qui est absolument pas le original sur son système de scoring des plis, clairement. Et si par ailleurs on a pris le bon nombre de plis, donc admettons 2, mais qu'en plus j'ai pris exactement ce nombre de couleurs là dans mes 2 plis, donc sur les 2 plis j'ai 2 couleurs, ça me fait encore un bonus. Ce qui est plutôt intéressant, c'est une variante qui est dans l'appli, mais je la trouve plutôt cool. Le truc, c'est que on voit que le dos des cartes. Mais alors pas comme dans Vamp on the Batwalk où on voit le dos des cartes, mais on les tient et où du coup on serait... j'ai des cartes dans le coin, ouais. Et où on serait à... Je vais prendre celle de plus, peu importe. Dans Vamp on the Batwalk, on est comme ça. Donc ça veut dire qu'on voit comme dans un habit les cartes des autres. Ce qui permet de faire des déductions. Là, on ne voit pas les cartes des autres, on ne voit pas les nôtres non plus. On voit juste le dos des cartes, donc la couleur des cartes.
juste avant la partie, et c'est là que c'est rigolo, notre voisin, alors sur l'appli c'est fait de manière automatique, donc ça gagne du temps. Sinon, le joueur ou la joueuse à votre gauche ou à votre droite, peu importe, va d'abord avoir votre main et vous trier vos cartes de la plus petite à la plus grande. C'est pour ça qu'il y a ce petit high side, pour montrer que ça c'est la plus haute valeur, alors que là c'est la plus basse. Elles vont de 0 à 7, je crois, dans chaque couleur. Mais un peu comme dans Nana slash Trio, vous savez pas si ça c'est un 0 ou si c'est un 3. Et petit à petit, en fait, vous allez déduire des cartes que vous jouez. Si là, par exemple, c'est un 5, bah ça, vous savez pas, mais vous savez que tout ça, c'est plus petit que 5. Donc, en fait, ça donne déjà quelques indications là-dessus. Petit à petit, on sait de plus en plus quelle valeur on a. Et également, pour l'histoire du pari, et donc de retourner une carte qui va nous servir à savoir combien de paris, c'est important. Voilà, on joue en tout cas dans la version que j'ai, on joue à 4, donc on joue une main par personne. Et la personne qui a le plus de points à la fin gagne. C'est pas grand chose, je pense que. Bon, ça doit pas être tant aussi chiant que ça à trier en début de partie non plus, je pense. Ça va vite quand même de trier par ordre de valeur. Ça demande quand même un peu de manip. Il y a combien de couleurs, je sais plus, mais en tout cas, il y a un truc, c'est. Voilà, il y a quand même 7 couleurs. Chacune de 8 cartes, ah oui, ça va de 0 à 7. Et le truc, c'est que, au-delà du fait qu'il faille 7 couleurs différentes, c'est aussi un jeu où il est essentiel de voir, on le voit ici, le dos des cartes. Alors, il y a des jeux comme ça, là-bas, j'ai Nine Lives qui permet de le faire. J'en ai des. Ou bien vous jouez avec des protège-cartes. À la limite, ça peut être une solution. Mais c'est pas le plus facile à émuler de la planète. Mais ouais, j'ai pas mal joué du coup cette semaine et je trouve ça plutôt cool. Si vous avez l'occasion sur Android ou sur Apple, vous cherchez Trickster Stable, vous vous mettez à la bêta et vous pourrez y jouer. Vidrasso, je commence à y avoir pas mal joué et ça fait partie des gros coups de cœur de juin ou juillet ou mai, enfin non, juin ou mai, ouais. Ce jeu de cartes à 2 de Sean Ross, jeu de pli à 2 uniquement, qui est plutôt cool, où il y a 4 couleurs qui vont de 1 à 9, très facile à émuler celui-là pour le coup, où il y a cette mécanique qu'ils appellent d'homme de paille, ou comme dans Seven Wonders, pour retourner la carte d'en dessous, il faut d'abord utiliser celle d'au-dessus. Il y a aussi ça dans Wimbawe par exemple, ou dans la variante A2 de Yokai Septet. Donc ça va de 1 à 9, faut arriver à 300, enfin quand quelqu'un arrive à 300, c'est la personne qui a le plus de points qui gagne. Le 1 c'est la carte la plus forte à chaque fois dans chaque couleur, le 9 c'est la plus faible, mais le 9 vaut 9 points et le 1 vaut 1 point. Voilà. En plus de ça, il y a des atouts qui sont décidés en début de manche par les deux personnes, que ce soit la couleur ou le nombre, quelques petits twists comme ça. C'est super, vraiment je trouve ça vraiment très très efficace en termes d'espace de choix, de dynamique, de sacrifice et tout, c'est vraiment très bien. Donc Vidrasso, il est sur BGA dans la partie bêta. Ça c'était Punch Out, on a rejoint un peu à Punch Out qui va sûrement changer de nom, sinon Nintendo va venir ban ses streams et tout. Je commence à arriver au bout du truc, faut que je finisse la règle, de la rédiger, faut que je la traduise pour demander conseil justement à Sean Ross, c'est lui qui a fait celui-là, il est assez fort dans les jeux à deux comme ça d'escalade. Mais je pense que je commence à arriver à un truc qui me plaît, même s'il y a toujours quelques frustrations. Donc Magic Trick Challengers, vous avez vu Jérémy, je lui ai fait découvrir, il a voulu enchaîner les 3 parties, je lui ai mis la misère les 3 fois. Et je sais qu'il en fait. Il n'arrête pas depuis. Alors, je l'ai pas mis la misère, j'ai juste gagné, hein, mais je le taquine. On avance. J'ai continué à faire du Schnapsen. Là aussi, grande découverte des derniers mois, le Schnapsen. Ce jeu de cartes uniquement à 2 du 18e siècle, qui a une phase de may follow, une phase de must follow, un atout qui est décidé en début de manche. La première phase, on peut donc jouer ce qu'on veut, il faut essayer de faire des points, on peut fermer la pioche, on repioche. Bon, je vais pas rentrer dans les détails parce que ça va. Moi j'ai joué avec les cartes françaises par contre. Mais ouais, c'est très très bien. Vraiment très solide, avec la possibilité de faire des mariages et tout. C'est incroyable jeu à découvrir-le. Les règles se trouvent facilement. Et si tu veux découvrir les règles, alors par contre c'est super chiant à expliquer, à retenir en fait les règles du Schnapsen. Je te conseille d'essayer sur une appli. Moi j'ai une appli, je crois que c'est Gaume qui en a une autre.
Ça se trouve assez facilement. Par contre, ouais, parce qu'en fait, ça permet de rentrer dans le jeu et de acquérir les règles de manière petit à petit. Parce qu'il y a plein de trucs en fait, des petits détails à la con qui sont pas faciles à expliquer. Mais ouais, en tout cas, ouais, j'approche des 100 parties. Et c'est vraiment toujours aussi fort. Et chaque partie est différente et c'est très très bien. Potato Man, ce must not follow, donc on n'a pas le droit de jouer à la couleur qui a déjà été jouée. Toujours, lui aussi sur Trickster Table, hein, donc voilà, pas le meilleur, mais le concept est drôle, c'est cool d'avoir découvert le must not follow. C'est inférieur à Magic Trick. Hein. 535, on a rejoué, ça faisait un certain temps que je n'avais pas joué. Ce petit jeu d'escalade et de défausse que j'adore, dont je vous ai parlé plein de fois, dont j'ai parlé dans des vidéos. Qu'on continue de jouer à deux, il marche très bien à deux, c'est toujours des dynamiques que j'adore et qui m'ont influencé dans le design de Tricky War et de Punch Out. Plus de Punch Out que de Tricky War à vrai dire. Next Station Tokyo, on a aussi rejoué à cette nouvelle itération de Next Station qui est bien. Next Station London était bien, Next Station Tokyo est bien. Après, je trouve qu'en termes de lisibilité, il est un peu plus complexe que Next Station London. Au niveau des quartiers, c'est un peu plus relou à exactement. Après les petits changements de pouvoir et tout, bon, pourquoi pas. Je jouerai que sur BGA. Hein. Là, par exemple, bon, c'est des variations. Les Roll and Ride font ça très bien, des variations sur des trucs existants, avec juste quelques petits twists et tout. Après, aller jusqu'à l'acheter, faut peut-être pas abuser. Le Pinocle, ça je vous en ai aussi parlé en termes de jeu de cartes, donc je joue surtout à 4, qui est lui assez baroque, hein, avec ses doubles cartes, la phase d'abord d'enchère, puis de combinaison qu'on révèle, on échange des cartes avant, puis on passe dans une phase de pli et on gagne ou pas des points, et il y a plein de combinaisons bizarres et trop dur à se rappeler. Voilà, ça c'est le deck en question, voire même on peut faire avec 2 fois ça dans certaines variantes. Donc ouais, voilà, ça c'est par exemple avoir tous les as d'une couleur, tous les rois, enfin c'est très, très baroque, là aussi très difficile à se rappeler au début des combinaisons. Mais c'est intéressant, mais après la phase de pli est pas très intéressante et bon, ouais, pas le plus, enfin c'est nettement inférieur à d'autres jeux de pli que j'ai joué. Allume-feu, je l'appelle toujours Allume-feu alors qu'en fait c'est feu de camp. Petit jeu d'adresse sous forme de boîte d'allumettes chez Matago, parmi les 2000 jeux qui sont sortis cette année. Jeu d'adresse, et on y a joué à 3 et j'aime bien. Un peu d'SMR j'espère. Et qui est très cool avec sa petite pince à épiler qui permet de empiler les trucs et tout. Moi je suis nul à chier à ça, mais c'est toujours très drôle, mais aussi parce que je suis un bon client des jeux d'empilement et d'adresse. Et je trouve qu'il a une notion de mise en scène et d'esthétique qui fonctionne plutôt bien. Donc je vous le conseille si vous aimez les choses du genre, moi j'aime bien. Même si c'est un peu faible en termes de contraintes de pause, il y a vraiment juste utiliser votre main faible. The Number, donc de Hisashi Hayashi. Tiens d'ailleurs, Tinderblocks là, donc feu de camp. C'est rigolo parce qu'en général, Matago ont tendance à très très vite mettre leur version sur le site, sur BGG. Là ça n'a pas été le cas encore. Bon, ouais. The Number, donc de Hisashi Hayashi, je vous en ai déjà parlé aussi. Pour moi c'était un coup de cœur. Ça se tasse un peu avec le temps. Là par exemple, en fait moi j'étais très convaincu par le concept. Je trouve toujours ça super élégant, super idée. Je trouve que les parties passant il perd un peu de sa saveur. Et par exemple la partie qu'on a fait à 3 c'est un peu tombé à plat malheureusement. Moi j'aime toujours bien, mais compagne n'a pas aimé du tout, en trouvant que c'était vraiment très quelconque et très un peu random et tout. Alors que tu as un enfermement petit à petit avec de la déduction. Voilà. Il y a des trucs rigolos, c'est que parfois on a mis exactement le même nombre alors que c'était genre le premier nombre qu'on mettait. Et moi je trouve ça toujours aussi élégant, aussi stylé, mais bon, c'est cool à faire découvrir. Est-ce que ça durera, est-ce qu'on en reparlera à la fin de l'année? Je ne sais pas, on verra. Mais j'aime bien le faire découvrir en tout cas. Art Robbery maintenant. Ouais, ça tombe souvent à plat en fait. Ça tombe trop souvent à plat, malheureusement. Art Robbery du docteur Knizia. On a refait une partie à 3. J'avais joué d'abord à 2. À 2, c'est pas bien. C'est mou, c'est répétitif. J'avais rejoué au Weekend Proxy Jeu à 5, je crois. C'était plutôt mieux. Donc je voulais voir.
et à 3 c'est bien aussi, c'est pas mal. Donc c'est un jeu, n'y jouez pas à 2, mais par contre, donc c'est dans la collection d'Helvétique, alors c'est un peu plus gros que Kariba, Tucano et compagnie. Euh, mais plutôt chouette. Tout est plutôt cohérent dès qu'il y a une troisième personne en fait, parce que du coup il y a un peu des alliances qui se font et tout. Du coup je suis content parce que pour le coup il y a parfois des jeux où j'y joue à 2, ben, typiquement Open. Je me disais, ouais, punaise, à 2 c'était nul, mais je suis sûr qu'à 3 ou 4 il y a un potentiel de fou et tout. Donc, donc j'étais vraiment assez convaincu que ça valait le coup de réessayer. Autant celui-là, Artrobury, quand je l'ai essayé à 2, je me suis dit, on verra, mais j'y crois pas trop. Parce que c'est quand même relativement classique et tout, mais finalement la dynamique marche bien à plus. Donc plutôt une bonne surprise, c'est cool quand c'est dans ce sens-là. On a joué ensuite, évidemment, 3 parties de Strike. J'en ai gagné aucune, mais c'est toujours le meilleur jeu du monde, hein, Strike. Hein. Enfin, un des meilleurs jeux du monde avec des cryptos, évidemment. Est-ce que je lui ai mis 10 sur 10? Je lui ai mis 9. Flavien, pourquoi tu mets 9 alors que c'est le meilleur jeu du monde? N'importe quoi. Vraiment incroyable pour moi. J'ai toujours des sensations incroyables avec ça. Focus. On a fait plusieurs parties de Focus avec madame. Ah, pas du tout. Aucune idée d'Eric qu'il a pu enlever dans The Number, l'éditeur français pour le coup, repos. Enfin, francophone pour le coup. Mais non, pas du tout. Parce qu'à la base, effectivement, c'est sous IQ, un jeu japonais, donc dit c'est chez Yashin. Aucune idée. Focus donc de Bocara, Antonin Bocara et Romaric Gallonier chez Old Chap Games, qui ont tendance à faire des jeux plutôt sympas en général, qui a une édition plutôt contenue, voilà, qui aurait peut-être encore pu être plus petite, mais les illustres sont plutôt chouettes. Bon, on perd, mais je trouve ça quand même, enfin, c'est rigolo parce que Focus, ça, d'un certain point de vue, il y a un côté très chausson, c'est-à-dire qu'on sait quel genre de jeu c'est. Moi, les jeux d'association comme ça, c'est un genre que j'aime beaucoup. Faut le savoir, hein, je suis un grand fan de Codenames, de Decrypto et tout. Et celui-là, je sais pas, c'est rigolo parce qu'en même temps, il apporte pas grand-chose. C'est-à-dire qu'en termes de sensations, mais en même temps, il y a quand même son truc en termes de dynamique qui est spécifique et qui lui donne une identité. Et c'est assez étonnant, c'est assez intéressant comme objet ludique en tout cas, au-delà du fait que vraiment en termes de flux de jeu, c'est d'une épure assez remarquable, et comment le choix d'une carte, d'un élément, a plein d'impact en fait. Une décision, c'est pas juste pour une chose, et c'est vraiment cool de ce point de vue-là. Donc, plus j'y joue, plus j'aime. Même si d'un autre côté, je suis me dire, ouais, mais bon, mais bon. Vidrasso, j'ai un ami qui a bien kiffé aussi. Hein. Il a fait que 2, je sais plus. Startups, que je rejoue un peu sur Android ces derniers temps. Toujours un jeu incroyable de Jun Sasaki chez On Games, qui doit traîner quelque part vers là-bas. Jouez-y, hein, si vous avez jamais joué, pas à 7, pas à 6, mais de 3 à 5, c'est vraiment super. D'une épure, d'une élégance incroyable, je trouve ça vraiment super. C'est pour moi un de mes jeux, de mes découvertes des derniers mois. Hein. J'en ai déjà parlé pas mal, donc alors ça, on y a joué, c'est encore un button shy, vous savez, enfin, localisé par Matago, toujours aussi charmant en termes d'illustration, hein, rien à dire là-dessus, qui est un jeu uniquement à 2, ça fait partie des jeux à 2 uniquement de la gamme, dont j'aime beaucoup Antinomy, dont j'apprécie Excursion dans la vallée de la mort, j'aime pas Hiérarchie, le Rivière du Cambodge, je trouve ça assez quelconque, j'ai pas joué à tous, mais franchement, par contre, je trouve que c'est les button shy en termes de DA, enfin de illustration, c'est toujours très très réussi quoi. Ils ont vraiment tous des styles différents mais qui sont à chaque fois plein d'identité. Et donc bon, toujours la petite gamme et tout. Et qui se joue donc en 3 manches, et c'est un jeu de pause, alors de cartes, mais on pourrait le mettre dans les poses de tuiles, on va essayer de, vous voyez, quand il va y avoir des adjacences, ça va déclencher certains trucs, donc, et ça va permettre de gagner des points. Et on fait 3 manches où la première manche, on va les disposer comme ça, les cartes. Enfin, on va construire un tableau qui ressemble à ça plus exactement. On va pas les disposer comme ça au début. Au deuxième comme ça et au troisième comme ça. Je trouve que le troisième round est plus intéressant en termes de structure.
Et donc selon l'adjacence, ça va permettre de gagner ou de perdre des points. Donc il y a quelqu'un qui joue le joueur rouge, l'autre personne joue le joueur bleu, ou la joueuse bleue, et quand on pose de son côté de sa couleur, et donc elle va, par exemple, boucle d'or, elle va gagner 3 points si elle n'est pas à côté de la famille ours. La mère grand, elle va gagner 3 si elle est à côté du petit chaperon rouge, mais perdre 3 à côté du grand méchant loup. C'est des logiques assez propres au conte, hein, et qui ont un sens en termes de thématique. Il y a 2 cartes qui ont un pouvoir spécial. Il y a la sorcière qui permet de faire un échange de cartes avec une carte adjacente, et il y a la marâtre qui permet d'en retourner une, donc d'en transformer une en rouge ou vice versa. Et que dire En fait, je voyais un bon potentiel en lisant les règles. Tiens, ça c'est un drôle de format. Je sais pas. Ah, c'est un truc perso, ok. Je sais pas, j'aime. En fait, les jeux comme ça, ça me fait penser aussi à du Suburbia ou quoi, mais en très light. Et le côté machin d'adjacence et tout, c'est à la fois un peu brain pour moi, parce que alors on a à chaque tour 3 cartes qu'on peut poser. Il y a quand même pas mal d'impact, même si c'est relativement limité par les dispositions, qui permettent de vite voir les effets des cartes aux différents endroits. Par ailleurs, on voit ce que la personne suivante va piocher, donc ça a aussi un impact important. En fait, pour un jeu de ce format, je trouve qu'il y a beaucoup de... C'est un peu brainy pour moi, ce qui du coup sera un attrait pour certaines personnes, je pense. Moi, j'avoue que c'est presque un peu trop brain pour moi à chaque tour en fait, et évaluer la meilleure des possibilités. Je trouve ça un peu laborieux. Après, c'est mieux qu'une hiérarchie par exemple. Et encore une fois, c'est charmant, le thème est plutôt bien. Mais en fait, ça va avec ce que je disais pour les contes sur Cascadia, c'est que moi, ça me fait penser à un jeu de pose de tuiles en fait, où voilà, tu poses ça là, ça va s'activer avec ça et tout. Et que en fait, c'est pas trop mon truc quoi. En fait, là, tout ce qui va avoir une dimension de spatialisation, quand ça va être au cœur du jeu, ce qui est le cas ici, c'est pas mon kiff quoi. Alors que, par exemple, dans un Keyflower, j'adore l'idée de spatialisation des, euh, des tuiles. Donc bon, voilà. Bon, essayez-le. Je suis pas définitif sur mon avis. Il faudrait que j'y rejoue, mais voilà, pour les bons comptes font les bons ennemis. Et enfin ou pas enfin, je sais plus. En tout cas, j'ai joué hier avec Drew et Lana sur BGA à Trick of the Rail, dont je vous avais déjà parlé. Donc moi j'espère qu'on pourra avoir cette version-là. Regardez-moi ça. Ça c'est beau, hein. Ça c'est beau. Barlo estas Felovias. Désolé pour l'accent. C'est une version brésilienne. Ça a quand même un peu plus de gueule. Excusez-moi, mais que ça, quoi. Ça a son charme, ça. Hein, la version Terra Nova. Mais je vous avoue qu'à choisir, moi, je prends 1000 fois ça, quoi. Vous me dites 1 ou 2 dans le chat ou sur YouTube. Ça, c'est 1. Et ça, c'est 2. Vous préférez 1 ou 2. Même si ça, c'est pas I2. Hein. Je trouve qu'en plus, le trait est un peu... désolé, je ne connais pas l'histoire de l'art et tout, mais... impressionniste. Je sais pas. Il y a un côté où c'est pas ultra détaillé, tu vois, les arbres et tout. Ça représente bien l'impression de vitesse. Le train, par contre, lui, il est assez... je trouve que ça a son charme. Mais j'avoue que je suis plus client de la version que vous mettez 1 dans les commentaires si vous préférez celle-ci. J'aime beaucoup les contrastes et tout, les traits tranchés. Donc ça, c'est Grog Games qui devrait le faire. On verra si on arrive à l'avoir un jour. C'est de Hisashi Hayashi, comme The Number. Comme aussi String Railways, c'est peut-être pour ça, comme aussi plein de trucs, hein. C'est un auteur assez connu, un auteur japonais assez connu. Il a fait Yokohama, il a fait Metro X, il a fait Sail to India. Et Luis Francisco, du coup, c'est lui qui aurait fait les illustrations de ça. Il a fait quoi, ce monsieur? Oh, ok. Bon, dis donc. C'est joli, mais... je trouve qu'il a fait des... Enfin, celle-ci est beaucoup plus jolie. Et donc, Trick of the Rails, c'est un jeu de pli, comme l'indique... Il a fait du ski, apparemment, c'est vrai. C'est un jeu de pli, comme l'indique le trick, mais aussi un 18xx, mais qui dure 20 minutes. Et en plus, on a vraiment joué 20 minutes sur BGA. Bon, alors, je pense qu'en vrai, c'est un peu plus long. On a joué à 3. Et alors, un 18xx, mais ouais, en 20 minutes. Pourquoi un 18xx?
parce que, mais je crois que je vous en avais déjà parlé, mais je vais le redire un peu. Il y a le côté où on va jouer des couleurs, c'est un must follow, donc on doit jouer à la couleur. La personne qui a mis la plus haute valeur va résoudre l'action. Mais on va aussi créer des lignes de train avec les cartes. J'essaie de vous trouver une image. Voilà, donc là on va mettre. En fait, chaque couleur, c'est une entreprise qui crée sa propre ligne de train, et donc on va agrandir ces lignes de train. Puis petit à petit aussi, voilà, ça va ressembler un peu à ça. Vous voyez. Et petit à petit dans la partie, on va aussi mettre des locomotives devant, et les locomotives seront mises par les personnes qui ont gagné le pli à ce tour-ci, qui vont permettre de déterminer combien de cartes consécutives on va pouvoir compter, sachant que chaque carte rapporte X points, 20, 10, parfois plus, 40 ici, mais combien vont être soustraits au total. Par exemple, ici, il y aura 5 cartes consécutives qui vont être prises en compte, mais on en retirera 60. Le résultat de ça, c'est le prix, enfin le revenu de chaque action qu'on possède dans cette entreprise. Par exemple, si le rouge finit à 20, bah chaque action rouge qu'on aura mis de côté, puisqu'il y a certains tours où on va poser des rails, il y a certains tours où on va prendre des actions dans l'entreprise en question, et ben par exemple, si chaque rouge vaut 20, bah là j'aurai 20 points, si ça c'est mes stocks. Donc il y a ce côté-là un peu de prise de part dans les entreprises qu'il y a dans... ça c'est cool, ça c'est la mise en place selon les joueurs, c'est bien ça, sur les côtés des boîtes. C'est pas magnifique, mais c'est très pratique. Il y a ce côté, le 18x6, c'est un peu le jeu de prise de stock qui... de part dans les entreprises qui rappelle effectivement tout ça, ou les cube rails, et qui met d'un côté plus épuré. Alors je vous avoue qu'il y a plus ça que en tout cas en ligne, je sais pas, faudrait voir en vrai, sachant que ouais, c'est pas un jeu qui est trop trouvable. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette boîte? Ça n'a pas l'air très beau. C'est la version japonaise pour le coup. Waouh. Par contre, ouais, c'était pas surédité du tout, quoi. J'ai l'impression. Waouh. Ça, c'est l'édition japonaise, voilà. Et ça, c'est l'édition de Terra Nova, qui est un peu plus grande. Mais, ouais, punaise. Vous avez vu un peu? Regardez les éditeurs français. Regardez. On va zoomer là-dessus. Regardez. Et pourtant, c'est un jeu quand même assez brain, hein, quand même. C'est pas facile d'approche, en fait, parce que c'est un mélange de trucs qui est un peu bizarre à prendre en compte en termes de dynamique et tout. Mais ouais, moi j'aime bien. J'ai fait 2 parties pour l'instant. Je trouve ça plutôt intéressant. J'ai envie d'y rejouer. Comme dit, on sent plus le côté part d'entreprise et stock que le côté jeu de pli, même si en fait le jeu de pli devient un peu intéressant quand on n'a plus la couleur et que donc on va pouvoir jouer d'autres trucs pour les placer. Bref, je rentre pas trop dans les détails, mais regardez donc en termes d'édition. Voilà. C'est quoi ça? C'est je sais pas au niveau de la taille, c'est même pas ça quoi, c'est même pas un orthogris, c'est un jeu de cartes quoi. C'est ça, à peu près je pense en paille, et encore, ça doit être moins épais que ça. C'est vous voyez, ça c'est Chef de Norbois, Fort Instruct que j'ai reçu cette semaine. C'est ça, peut-être un peu plus grand, mais ça fait penser à un truc de bicycle quoi. Et là-dedans, ils font tenir un jeu qui, mais comme le font Button Shy, hein, dans les jeux Button Shy, il y a des jeux qui sont un peu brain, comme Yellow avec sa gamme mini, qui n'est pas si mini que ça en vrai, et que certains jeux pourraient être encore réduits. Mais là, regardez, ouais. Alors, effectivement, l'autre version là, brésilienne, est super jolie, mais là-dedans, ils font tenir tout le jeu. Et c'est un putain de bon jeu. Enfin, un putain de bon jeu, j'en sais rien, mais c'est plutôt cool. Et ça tient dans un truc comme ça. Et ça prend pas de place, et le jeu c'est le même. Alors peut-être que vous n'allez pas en vendre 50 000. Peut-être. Mais est-ce que d'un point de vue à un moment en 2023, c'est pas plus éthique, les fameuses qualités éthiques du média, que de faire un truc qui va être 3 fois plus grand pour rien? Peut-être, hein, on se demande. Mais donc voilà, Trick of the Rails. Et est-ce que j'ai autre chose? Je vais regarder sur mon BGG. Ça c'est Yanotul qui l'aurait illustré du coup, c'est ça? Ah du coup ouais c'est ça. Et Todd Sanders, oui c'est des bons illustrateurs. Hein. Ils sont forts, mais c'est un jeu de 2011 quand même. Hein, voilà. Et ça ouais, ça doit sortir cette année. C'est peut-être même déjà sorti, je sais pas. Mais en tout cas c'est curieux. Comme dit, la première partie est rigolote parce que c'est assez déstabilisant
Et hier, quand on a joué avec la Nairo, ils ont dit « Ah, c'est bizarre, il faudra qu'on y rejoue. » La première partie, c'est à découvrir. Et non, c'est à peu près tout. Ouais. Donc voilà pour ce qui est des parties de la semaine. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ou quoi ce que vous avez joué cette semaine, si vous avez eu des belles découvertes ou pas. En tout cas, on va passer, pas aux jeux vidéo, parce que pas de jeux vidéo, mais à la partie hors-jeu. La partie hors-jeu. On va pas parler de prototypes, ça je vais vous le dire tout à l'heure. Du côté des podcasts, il y a Listen to the Game, que j'ai terminé le Listen to the Game sur Oxenfree. Le dernier épisode est sorti ce matin, hier matin, pardon. Listen to the Game, c'est donc mon podcast de let's play audio. On écoute le jeu de vidéo uniquement avec le son du jeu pour essayer de retracer un peu ses narrations et tout. Il y avait 14 épisodes, maintenant on va faire une petite pause pour l'été. Il faut que je pense à communiquer sur Twitter, je l'ai quasiment pas fait sur Oxenfree avec l'emménagement et tout. Ouais, si vous êtes curieux d'écouter des jeux vidéo, uniquement écouter, c'est faisable, c'était en anglais celle-ci. Ce matin par contre est sorti un nouveau Podcastorama. Podcastorama, c'est un podcast à moi où je parle d'autres podcasts et où je reçois les personnes qui les créent. En l'occurrence, j'ai reçu Fanpiscine qui crée le Tomberry Musical, qui est un podcast sur la musique de jeux vidéo. Donc c'est Valentin. Et on a parlé pendant une petite heure de la création du podcast, de ses évolutions, de ses pauses, etc. Et regardez-moi ce site. On a parlé du site aussi parce que je trouve le site d'une élégance incroyable. On a passé longtemps à dire que Petrovski, donc, qui a créé ce site pour boulot de fin d'études, était quand même très très talentueux. Moi je trouve ça, mais c'est exactement le genre de truc que je kiffe. Regardez-moi le petit 38 là qui se remplit. Ah là là. C'est un kiff, c'est super élégant. Hop, et voilà, ça donne tout de suite là-dessus. Ouais, c'est super. Super. Tu en reviens toujours pas. Donc voilà, Podcastorama, si vous êtes un peu curieux ou curieuse des podcasts, allez-y. On finit la partie hors jeu, assez courte aujourd'hui, avec... J'avais parlé de musique ou pas? J'ai pas écouté d'album, je crois, cette semaine encore. Assassination Classroom, alors je vous avais parlé de la BD il y a quelques temps, on a fini de regarder l'animé cette semaine. Bon, en termes d'histoire et tout, hein, moi je connaissais déjà tout, puisque j'avais lu que c'est exactement la même chose. Et c'était une bonne série, bon, pas grand chose de neuf, c'est pas la plus brillante en termes de mise en scène non plus. Mais ouais, ça fonctionne très bien, l'histoire est très cool, les personnages sont bien, la progression des personnages est cool aussi, donc c'était plutôt très chouette, plutôt chouette quoi, disons, comme la BD l'était, pas le truc qui va me retourner dans les mangas ou animés que j'ai consommé ces derniers temps, mais c'était sympa. Voilà pour le hors-jeu, ça a été assez rapide. Je relis aussi tous les Picsou, mais je vous en parlerai quand j'aurai fini. J'ai relu tous les Don Rosa qui sont toujours la jeunesse de Picsou, ce qui s'est fait de mieux en termes de littérature sur la planète. Passons donc pour terminer à une petite partie. Et donc une petite partie, on va dégager ça, il faut que je vous retrouve le navigateur. Et hop, on va jouer à mon jeu. Et pourquoi pas? Regardez, qui c'est ça, hein? Il n'a pas de poils sur le crâne. Tricky War, donc, qui est un jeu, j'ai eu le plaisir de voir John Gates en parler dans son Games Radar. Alors, je redis ici aussi, c'était pas un hasard entre guillemets, puisque on est sur des Discord communs et que je parle de mon jeu sur ces Discord et tout. Mais j'étais ravi de voir qu'il en a parlé. Il y a des vidéos de présentation, si jamais. Il y a les règles aussi sur le site sur BGG en anglais et en français. Je les ai mises à jour, j'ai modifié 2-3 trucs. C'est un jeu qui se joue de 1 à 4, il y a un mode solo. J'ai modifié en fait la distribution des cartes à 2 pour changer un peu la dynamique. Et voilà, et donc j'ai fait des vidéos de présentation, donc je vous laisse aller voir. Alors je vous propose une partie solo. Et si des gens veulent jouer après, vous me faites signe et je vous filerai le lien. Mais comme ça vous permettra de voir un peu le truc. Donc, dans Tricky War, je rappelle, va y avoir un certain nombre de personnes, qu'il va y avoir un certain nombre de cartes, en l'occurrence 32 quand on est deux, qui vont de 1 à
8. Ah oui, en 4 couleurs. Bon, ça se joue avec un jeu de cartes classique, hein, et puis il faut juste des trucs pour compter les points, pour compter les paris, et également pour choisir la couleur d'atout. Mais donc c'est un jeu qui est très inspiré de Challengers, qui doit être là-bas, en termes de déroulement, où il y a une phase de choix qui va être la phase de bidding, donc de pari, puis de la couleur d'atout, puis là c'est on mélange tout et on révèle, et on espère faire son pari, et on gagne des points si on a fait notre pari, on en perd si on n'a pas réussi notre pari, on en perd autant que la différence avec notre pari, et le but c'est de tenir en vie plus longtemps que les autres. Il y a des variantes, tiens, vote par équipe et tout, mais voilà. Alors, donc, ça c'est ma main. Donc ça c'est la main du bot. Par contre, je pense que j'ai peut-être bugué. Non, c'est bon. Mais pourquoi il en a 19? Ah oui, parce que... Ouais. Bon, en fait, ouais, on s'en fout du 19 pour le coup. Enfin, en gros, normalement, quand on joue à 2, on en a 13 chacun. Et les autres sont écartés pour justement... C'est ça que j'ai changé. Avant, il n'y avait pas assez de cartes écartées. Du coup, on connaissait un peu trop. Donc là, il jouera 13 cartes sur les 19. Et donc moi, je vois ça. Quand je vois ça, je vais choisir combien je veux parier. Puis c'est moi qui choisirai l'atout. Quand on est à 2 ou plus, c'est la personne qui a misé le plus qui choisit l'atout, sauf si elle a misé 0, blablabla. Mais ici, par exemple, donc il y aura 13 plis. La carte maîtresse, c'est le 8. On voit que j'en ai qu'une. C'est vraiment là que se fait le choix. Je vais parier que je vais en faire 2. Et choisir comme atout le pic. Voilà. Et je vais laisser l'adversaire commencer. Alors si jamais on avait été à 2 ou plus, faut savoir que c'est la personne qui a parié le plus qui commence, ou la personne qui a parié 0 qui choisit qui commence. Mais dans le mode solo, on peut soit choisir de commencer, soit de laisser l'adversaire commencer. Là, comme j'ai parié peu, j'ai tout intérêt à le laisser commencer. Donc, il révèle un 3, 2 carreaux. Moi, je révèle ma carte. C'est un 6 de cœur. Je n'ai pas pu suivre. Encore une fois, il n'y a aucun choix là-dedans, dans cette phase-là. C'est pour ça que je l'appelle ça la phase de bataille, même si c'est pas exactement de la bataille, parce que sinon ce serait le 6 qui gagne. Il y a le côté suivre à la couleur. Ce n'est pas non plus l'atout, donc c'est le bot qui gagne. Donc c'est lui qui ouvre. Là, il joue à l'atout. En plus, il me prend mon atout. Donc ça veut dire que moi, je viens de perdre mon atout, c'est cool. On continue, c'est lui qui ouvre. Il ouvre à l'atout. Moi, je sais que j'ai plus d'atout. Bon, il faut quand même que j'essaye d'en faire 2. Pardon, c'était plutôt ici. Et là, c'est même pas dit que j'en fasse 2. Donc là, il le prend tranquillement. Et alors, contre le bot, qui a pour l'instant ses 10 points de vie, il faut savoir... Bon, je vous expliquerai au moment où... Donc là, c'est toujours le bot qui mène. Ah, là, je lui prends un pli. Yes. Ok, donc ça me fait un pli. Tac. Il faudrait peut-être que je rajoute à cette roue des trucs, je sais pas. À voir. Là, c'est moi qui mène. Et quand tu mènes, évidemment, tu as beaucoup plus de chances de prendre... Bon, là, il utilise l'atout, donc c'est cool pour moi. Il reprend la main. Il la garde parce qu'il a joué de l'atout. Il la garde tout juste, même si je peux suivre à la couleur. Là, c'est la carte maîtresse, donc il va la prendre. Je suis à la couleur, mais il prend. Il pique mon 7. Plus que 3. Allez, il continue. Alors cette phase-là va très vite, hein, en général. Il me prend encore, il n'y a plus qu'un pli. Ouais, ben, je crois que j'en ferai qu'un malheureusement. Ouais, bon, bah là, alors, donc là, on est dans une situation où il a fait 12 plis, j'en ai fait 1. J'avais parié que j'en faisais 2. C'est pas si loin, mais j'ai pas fait exactement, donc je perds un point de vie. Si j'avais réussi à en faire 2, j'aurais gagné un point de vie, donc je serais passé à 11, on a le droit de dépasser le total de départ. Et la seule manière de faire perdre au bot des points de vie, c'est de faire le tout pile. Donc si j'avais réussi à en faire 2, il passerait à 9. Mon but, moi, c'est de survivre et de faire perdre le bot, ou au moins
Après, on peut aussi se dire, bon, bah, le bot, il a fait tant, essayer de progresser petit à petit. Là, moi, j'ai perdu un point de vie. Hop. Non. Et bah, on repart pour un deuxième round. Hop, on va shuffle. Shuffle. On va deal. Et on va voir ce qu'on va parier. Donc ça c'est le système solo, à 2 c'est un peu différent. Moi je crois que mon mode de jeu préféré c'est à 4 quand même, où il y a vraiment, il n'y a aucune carte qui est retirée du jeu, mais du coup c'est distribué de manière un peu plus variée. Là, ouais. Je pourrais partir là-dessus, mais j'en ai quand même que 4, que la moitié. Là j'en ai 2, 4, 5, et j'ai aucune carte majeure. On va parier combien? Combien est-ce qu'on va parier? Alors pourquoi tu veux pas te rajouter mon gros? Voilà. On va au moins parier 2 ou 3 je pense, parce que j'ai quand même le 8. Ouais, on va parier 3. 3 sur 13. 3. Ouais, allons-y pour 3. Et on va le laisser entamer. Donc là, on a dit l'atout c'était carreau. Tu le flippes. Ok, donc je prends le premier. Alors c'est rare de faire tout pile. Le plus fréquent, c'est, enfin, le truc c'est pas forcément, surtout à plusieurs, de faire tout pile, c'est juste de faire plus proche que les autres, d'essayer de perdre au moins que les autres en gros. Donc là c'est moi qui prends parce qu'il n'a pas pu suivre, donc j'en ai déjà 2 sur les 3 que j'ai parié, c'est pas ouf. Tac. Par contre j'aimerais bien flip la stack. Hop, voilà, merci. Bah, c'est mon troisième déjà. Donc là j'ai déjà dépassé ce que je devais faire, c'est pas ouf. Et encore, ouais, là je vais perdre beaucoup de points par contre. Encore. Vous voyez, quand vous prenez la main dans l'ensemble, c'est un jeu où quand on a la main, il y a de fortes chances qu'on la garde. Et c'est justement trouver un peu le moment où on pense pouvoir la lâcher, etc. à partir de la main qu'on a. Ça c'est moche ça par contre. Ouais. C'est rude. C'est rude. Ah là il la reprend, ouf. Ouais, là je vais perdre énormément de points. Même si j'espère ne plus trop en prendre. Parce que j'ai déjà pris 7 plis. Hein. Je reprends celui-là avec mon pauvre as, c'est moche. Ça, je prends aussi. Ouais, bah là, je crois que j'ai perdu. J'ai perdu. Parce que... Non, j'ai pas perdu. J'ai fait 9 plis. Bon, il suffit de diviser par 2. J'ai fait 9 plis. J'en avais parié 3, donc je perds 6 points. Donc là, ouais, il y a de fortes chances que je perde la partie. Hein. Ce qui est normal. Hein. Le mode solo est pas facile non plus. C'est le but. Après, vous pouvez toujours ajuster. Hein. Tac, shuffle, deal. Donc ça, il y a une carte VO, hein, donc vous pouvez découvrir le site. Moi, je sais que je l'utilise beaucoup pour jouer à plein de jeux. Alors, et si on essayait un peu quelque chose d'autre? Là, c'est pas mal ça. 3, 4, 5, 8. Là, j'en ai 3. Et au début, en fait, il n'y avait que 2 cartes écartées. Parce que du coup, il y avait de 1 à 7. Et je trouve qu'il n'y avait pas assez d'inconnus pour 2. On va parier. On va parier 7. Et on va partir sur pique. On essaie de changer de stratégie, on verra. Shuffle. Et je vais commencer. C'est pour moi. On fait 1. C'est pour moi aussi. Ça m'en fait 2.
Voilà, ça il me le prend. Ok, il me prend déjà un atout. C'est pour lui aussi car je n'ai pas pu suivre. C'est pour lui, il me pique un 7 quand même. Ça c'est aussi pour lui puisque c'est de l'atout. Bon, cela dit, c'est pas trop grave, hein, je peux pas non plus en prendre trop. Mais il faudrait quand même que là je reprenne la main, ce serait pas mal. Voilà. Yes. Là, c'est pour moi forcément, c'est la carte maîtresse. C'est pour moi. C'est pour moi aussi. Il m'en faudrait un dernier, ce serait bien. C'est pour moi, par contre, j'aimerais bien qu'ils prennent le dernier. Fais-moi arriver. Ah là là, non. Donc là, je fais 8 plis, j'avais parié 7. Il faut savoir qu'il y a une phase d'ajustement de plis quand on joue à plus, hein, que en gros la personne qui n'a pas misé qui n'a pas choisi l'atout, les personnes qui n'ont pas choisi l'atout peuvent ajuster leur pari de plus 1 ou moins 1. Donc là j'en ai fait 8, donc je perds un point, je passe à 2. Bon, c'était moins pire qu'avant, mais c'est quand même pas fou. C'est quand même pas fou. Shuffle. Deal. Alors, sur quoi on va partir? C'est pas mal. Je pourrais repartir sur 7 ou 8 et dire carreau. On va tenter. On va tenter. Shuffle. Et on va prendre la main. Shuffle. Ok, je prends la main. Carreau. Bon, bah, il me le prend déjà. Hop. Donc c'est lui qui mène après. Par contre 8, ouais. Voilà. On reprend la main. Il me la reprend. Ouais, bah je sais, ouais. Mais mine de rien, ce que je peux comprendre, hein, mais il y a presque trop de contrôle. Et en fait, du coup, c'est vraiment... Comme on est rarement... Comme on est rarement finalement si loin du pari, même à 4, hein, ça peut arriver, mais c'est pas tant que ça. Avec plus de contrôle, en fait, je trouve qu'on arrive presque trop facilement, mais j'aime bien aussi. Et du coup, dans la règle, j'ai rajouté dans la version 1.7, j'ai rajouté un élément qui est qu'avec la variante de contrôle, quand on joue à plus de 1, on peut aussi je marque tous les autres là. On peut aussi gagner en atteignant un certain nombre de points, parce que comme en fait c'est beaucoup plus facile d'atteindre le pari, on gagne des points plus facilement, donc c'est pour éviter que la partie ne s'éternise trop, même si je pense qu'il y a le risque qu'elle s'éternise, entre on gagne des points, on en repère, on en regagne, etc. Allez. Ouais, bon, de toute façon j'ai perdu, parce que j'en ai fait 12, j'avais parié 8, donc je perds mes 2 derniers points de vie, et c'est la défaite face au bot. Mais ouais, la variante avec plus de contrôle, bah, puisque tu en parles, je peux montrer vite fait comment ça fonctionne. L'idée, donc là j'ai perdu un 10-0. Voilà, j'ai pris. Donc en gros, l'idée c'est soit d'arriver à battre le bot, soit au moins d'arriver à lui faire descendre petit à petit sa vie. Après, on peut tout à fait ajuster les points de vie du bot et tout. J'en ai fait plusieurs, hein, des tricky war contre le bot, mais bon. Tac. Donc la variante avec plus de contrôle, qu'est-ce que c'est? On va shuffle. On va deal. On va choisir par exemple le pic avec. Ouais, bah là je pense qu'on peut en mettre. On a quand même pas les majeurs. Les 2 majeurs, il les a. On va rester à 8. Shuffle. Flip, pardon. Shuffle. Flip. Shuffle. Shuffle. Donc la variante avec plus de contrôle, c'est que quand on joue une carte face cachée, on en prend une en main qui devient face visible. Et ça marche aussi, c'est une variante qui marche seule, mais qui marche aussi à 2 ou 3 ou 4. Alors évidemment le bot lui ne peut rien prendre dans sa main. Donc voilà. Donc là, bah, c'est lui qui prend la main.
il en révèle une. Mais à partir du deuxième pli, j'ai le choix entre faire pareil, c'est-à-dire jouer une de ma pile face cachée et en piocher une. Mais je peux aussi jouer celle que j'ai face cachée. Et du coup, il y a effectivement beaucoup plus de contrôle parce que petit à petit, en fait, si tu joues des trucs à l'aveugle, c'est pour te donner plus de contrôle par la suite et te donner à certains moments clés la possibilité de faire basculer les trucs. Donc c'est intéressant. Après, notamment j'aime bien en fait cette mécanique là, le fait de quand tu pioches, t'en pioches une, je trouve ça c'est cool. Ouais, ben pareil. Moi c'est vraiment cette dynamique là, j'aime bien en fait, j'aime beaucoup cette mécanique. Je trouve que dans le cœur du jeu, ça amène un peu trop de contrôle par rapport au chaos que moi j'aime bien. Mais moi aussi j'aime bien cette mécanique. Et je pense qu'il faudrait que j'arrive à les réexploiter ailleurs, dans un jeu qui serait centré autour de cette mécanique, je pense. Parce que j'aime bien. Je la trouve assez élégante. Donc là on va jouer ça et en piocher une. Donc là c'est moi qui reprends. Mais ça apporte beaucoup de contrôle je trouve. Et c'est vrai que vis-à-vis de la mécanique de Paris en fait, j'ai peur que ce soit un peu trop simple de du coup aller à ces paris. Mais bon, c'est pas forcément le cas toujours, hein, surtout si tout le monde joue comme ça. Mais j'ai quand même tendance, enfin, en tout cas dans les parties que j'ai faites pour l'instant, j'ai toujours trouvé qu'on n'était quand même pas si loin que ça des paris, même sans tout le contrôle. Mais c'est vrai que cette mécanique, je l'aime bien aussi, de manière très prétentieuse. C'est pour moi, et du coup j'en récupère une. Par contre, le truc, c'est qu'à chaque fois, il faut penser à la récupérer. Bah là, je vais jouer l'as de trèfle en me disant peut-être que il va pouvoir la prendre parce que j'ai pas envie de garder la main. Bah, il la prend de toute façon, ouais, parce qu'il a 8. Et ça me permet de lâcher la main. Et là, typiquement, je peux me dire, bon, bah, c'est pas grave, je sacrifie celui-là. Comme ça, je sacrifie pas une carte qui est là et qui sera peut-être de l'atout. Et ça, en fait, il y a un truc. Ouais, non, mais je pense que ça marche aussi, hein. Mais bon. Parce que ça dépend aussi évidemment des choix des joueurs et joueuses. Mais disons que ça rajoute du choix. Mais c'est pour ça que c'est une variante. Moi, je sais qu'au moment où je l'ai présenté, Monsieur Blum disait ouais, non, il faut que tu en fasses absolument le truc principal. Et en fait, je sais pas. Pas sûr. Pas sûr. Bah là, typiquement, voilà. Enfin, pourtant, là, je joue avec la variante, mais. Bon, par contre, il faut penser à chaque fois à piocher. Alors, c'est peut-être le numérique qui fait que c'est plus compliqué. Mais c'est drôle parce que ma compagne qui n'est pas tellement non plus à kiffer les trucs avec trop de contrôle, préfère aussi cette version-là. C'est dire. Là, c'est moi qui reprends. Alors, bon, maintenant, par contre, il va falloir. Je dois encore avoir pas mal d'atouts normalement. C'est pour moi. Ah oui, il faut que je pioche. Ah, on oublie tout le temps de piocher par contre en numérique, là, c'est ouf. Mais donc là, j'ai plus que ça. Ouais, je sais pas. J'aime bien aussi cette méca. Mais j'aimerais bien, ouais, du coup, faire un jeu qui se centre un peu autour de ça. Bon, bah là, je me fais latter quand même, hein, même avec plus de contrôle. Hein. Comme quoi. Comme quoi. Mais pas qu'un peu en plus. Hein. Pourtant, je pensais. Mais j'étais parti sur carreau avec la pub, peut-être pas, je sais plus. Parce que c'est un peu idiot là, non je devais pas être parti sur carreau. Parce que. Bon, là, admettons que si c'était carreau, bah je perdrais. J'ai fait 4, je perdrais 4 points, donc c'est quand même beaucoup. Donc, comme quoi, même avec la variante avec plus de contrôle, ça permet pas de s'en sortir à chaque fois. Tant mieux, tant mieux. Je sais pas. Pour l'instant, je le laisse comme ça, mais c'est vrai que moi, cette mécanique-là, je l'aime bien aussi, quoi. Donc, faudrait voir. Faut que je fasse encore des tests et tout, mais. Ou comme dit, que j'arrive à trouver un moyen de faire un jeu qui se centre autour de cette mécanique, parce que je la trouve vraiment élégante pour le coup. Même si là, je me rends compte que penser à piocher à chaque fois, alors c'est peut-être l'effet du numérique, mais c'est pas facile. Voilà, donc si vous voulez y jouer, pour rappel, il y a un mode Tabletop Simulator également. Il y a aussi donc cette room PCIO, j'ai mis les liens dans le. Je vous mets le lien dans le chat, j'ai mis le lien sur la vidéo qui explique les règles. Vous avez une vidéo qui explique la règle et ses variantes. Il y a les règles sur le BGG, bref, il y a tout ce qu'il faut. Donc il y a un mode TTS et puis ce mode PCIO que j'ai fait. Donc où il y a à chaque fois un deck selon le nombre de joueurs ou joueuses.
je vous propose que sans plus attendre, nous passions à la conclusion, alors que je m'affale. La conclusion, c'est pour vous dire que je vous rappelle que je suis à Paris Ludique cette semaine, si vous voulez passer. Vous regardez un mec chauve qui a des lunettes. Ah oui, mais tu n'es pas Flavien. Je ne sais pas encore comment je suis habillé, je m'habille rarement spécifiquement pour des occasions. Donc je serai habillé comme je serai habillé. Je serai habillé déjà. Sinon je suis pas sûr qu'il me laisse entrer. J'espère que ça vous a plu. Passez une bonne semaine, et puis même 2 bonnes semaines, car je vous rappelle aussi que je ne serai pas là la semaine prochaine, parce que je ne serai pas à Strasbourg. Donc je vous invite à trouver une autre chaîne. Je sais que Théo reprend Prototypes la semaine prochaine, Théo Rivière, donc vous pouvez aller voir sa chaîne, bon, vous le connaissez sans doute. Je lui ai envoyé d'ailleurs, Tricky War. Donc peut-être qu'il s'en occupera, ou peut-être que ce sera une autre fois. Je sais plus à quelle heure ça commence, mais voilà, il a aussi une chaîne YouTube si vous ne connaissez pas. En gros, il prend des protos, il en discute et tout, de la manière de communiquer autour de son proto. C'est pas du playtest et tout, hein. C'est plus des discussions autour des protos. Peut-être que je stream d'ici samedi, c'est pas dit, sur le Seigneur des Plateaux que j'ai mis un peu en pause. Là, il faudrait que je reprenne doucement, surtout que c'est un format court. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez vous abonner, vous pouvez mettre des pouces, partager, blabla, truc machin. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires vos parties de la semaine, les news qui vous ont habité cette semaine, des trucs comme ça, ce que vous pensez des news que j'ai traitées, ce que vous pensez de l'IA. Non, me dites pas ça. En tout cas, passez une bonne journée pour les gens en live sur le chat. Passez une bonne journée, soirée, vie pour les gens sur YouTube. Et puis à une prochaine. Ciao. Tu comprends? Les vrais clients ont changé. Et qu'on s'en aperçoit à peine, sauf les gens, sauf bien sûr, vous êtes au courant, mais les clients ont changé, je veux dire. Les clients de la télévision, c'est qui? C'est plus les auditeurs. Les clients de la télévision, c'est les annonceurs. C'est eux les vrais clients. Les annonceurs, c'est les vrais clients, il n'y a plus de... Et alors, je disais dans l'édition, il y a un risque, c'est que les vrais clients des éditeurs, ce ne soient pas les lecteurs potentiels, ce soient les distributeurs. Quand les distributeurs seront vraiment les clients des éditeurs, qu'est-ce qui se passera? Ce qui intéresse les distributeurs, c'est la rotation rapide. La rotation rapide, ça veut dire les trucs des grands marchés, à rotation rapide, régime du best-seller, etc. C'est-à-dire que toute littérature, si j'ose dire à la Beckett, toute littérature créatrice sera écrasée par nature.